La semaine dernière, vous aviez été une centaine de milliers de personnes à nous avoir regardé sur les réseaux sociaux. Pour cela, nous vous disons merci. Merci également de nous regarder chaque jour, de lundi à vendredi, entre 17h et 19h sur les antennes de HTV. Le Grand H, c'est votre quotidienne d'actualité, d'information et d'entertainment, et bien qui revient sur toute l'actualité du Cameroun. Et on tentera donc pendant 2 heures de vous amener au firmament du bonheur avec au programme ce jour une production taillée sur mensuration exacte en termes d'information. Comme je le disais, on parlera dans le débrief ce jour du drame de Kumba. 1 an déjà, et bien que ce drame est survenu. On reviendra également sur cette campagne menée par la DGSN concernant le retrait des passeports, et on va davantage s'appesantir sur le Minfopra pour cette mise au point concernant donc cette campagne de vaccination. On aura l'occasion dans ce programme de recevoir également des invités tout à fait exceptionnels, et bien parce qu'à la fin de ce programme on terminera en parlant de sport avec cet accord cadre, n'est-ce pas, entre la CAF et la FECAFOOT. Le décor est ainsi planté. Merci de nous suivre. Un j'aime pour ceux qui nous regardent sur la toile et une bonne posture pour ceux qui nous regardent à la maison. Le Grand H, c'est parti. Voici la première. Part of me, boo boy tagan, Yangelano, Ojona. Dos kakan, dos kakan. Alléluia, oh. Alléluia, eh. Alléluia, eh. Alléluia, oh, eh. My enemies listen up, you be thinking my arm be done finish. Gather around with your mob, Greatness is what I was made of. Blessing abundant, mais send more. Hey, JB. Yahweh le tour si tu as fait fort. Yeah. Connection, Jam Cap. If you see my collection, I know they lack. Daddy, Jam connection, no Jam Cap. Yeah. If you see my condition, I swear I know they lack. Oh, dans la joie, dans la paix, tu étais là. Dans mon balabala, dans mon tu étais là. Même quand les amis se moquaient, tu étais là. Et quand les ennemis on attaqué, tu étais là. Oh, alléluia, oh. Alléluia, eh.
de la fancy. On m'a dit je ne vais jamais réussir. Finally, God is blessing me. Tu demandes, je te donne, et ça fait. Tu demandes, je te donne, et ça fait. Tu demandes, je te donne, et ça fait. Forever, definite, boy, Oh papi, alléluia, oh, alléluia, alléluia, oh, alléluia, Okay, we'll take another shot. Vous le savez sans doute, Daphné, c'est donc l'une des belles voix du Cameroun. Elle est aux côtés de Boy Tag, une très belle chanson pour réchauffer cet après-midi qui on sait un peu frisquette à cause bien sûr de la météo un peu bouleversante parce que bouleversée par des pluies et c'est donc la saison, n'est-ce pas? Tout de suite, on va donc marquer le premier arrêt pour entrer dans la première dorsale de cette production pour s'interroger sur les grandes questions d'actualité avec nos chroniqueurs et chroniqueuses déjà sur le plateau. À tout de suite. Alors on va donc cette fois-ci rentrer dans le vif du sujet hein, en attente de transition, pourquoi pas, pour rentrer dans le vif du sujet. Merci à la réalisation de nous faire signe. Le débrief c'est tout de suite. On est donc de retour à l'instant grâce à la permission de la réalisation. Le temps pour moi d'introduire sur ce plateau nos chroniqueurs. Lise David-Nguili, bonsoir, bienvenue sur le Grand H. Bonsoir, bonsoir David Kevin, bonsoir à tous nos téléspectateurs et bonsoir à notre téléspectateur qui est toujours connecté. De qui s'agit-il? Un téléspectateur qui aime bien le Grand H et qui ne loupe aucune émission. Steve Anisendo, j'ai pensé à vous. J'ai cru qu'il s'agissait de vous en tant que chroniqueur spectateur. Parfois, ça peut arriver. Bienvenue sur le plateau. Bonsoir, bonsoir à toi Lise, bonsoir. Merci. Il faudrait peut-être que Lise nous dise qui est ce téléspectateur secret. C'est un téléspectateur Bonsoir à nos nombreux qui aime nous téléspectateurs. regarder. Peut-être bien que Marina également hein, pourrait avoir des téléspectateurs. On sait, elle est donc un visage très connu de cette chaîne. Marina, bonsoir. Merci de nous retrouver. Bonsoir David Kevin, bonsoir Alice, bonsoir Bonsoir, à Steve, Marina. bonsoir à tous les téléspectateurs. Voilà. Pas de téléspectateurs en particulier. Bon, ceux qui sont toujours fidèles à HTV, un bonsoir particulier. Voilà qui est donc dit. Merci beaucoup mesdames et messieurs d'être là ce soir. Comme vous le savez, la tradition veut ici qu'on revienne sur des grandes questions d'actualité. Je l'annonçais donc à l'entame de ce programme. On s'attarde ce soir au drame de Kumba, une histoire qui a bouleversé également le Cameroun. Un an déjà, c'était donc le 24 octobre 2020. Tout à fait, David Kevin. Ce 24 octobre-là, c'était des pleurs qui résonnaient du côté de Kumba, dans le sud-ouest du pays. Des enfants âgés de 9 à 14 ans se faisaient froidement massacrer par des individus lourdement armés. C'était au collège Mode Francesca de Kumba, un collège situé au centre-ville. Ils étaient 9 à avoir perdu la vie sur le coup, quand les 6 autres ont été conduits à l'hôpital. La scène était incroyable, digne d'un film d'horreur. Les témoins de cet affreux événement relatent, je cite, « Un groupe de 9 assaillants a fait irruption dans le collège. Ils sont arrivés en moto, ils ont ouvert le feu sur les élèves qui s'y trouvaient. Ils étaient âgés de 9 à 14 ans. » Fin de citation. Face à ce triste événement, le président de la République, son Excellence Paul Biya, a décrété le samedi 31 octobre 2020, journée de deuil national. Le 5 novembre 2020,
Le Premier ministre Joseph Diongouté a présidé la cérémonie d'enterrement collectif de ces écoliers à Kumba. La voie de la justice ne s'arrêtant pas là, le 7 septembre dernier, le 7 septembre 2021, le tribunal militaire de Boya a condamné à la peine de mort avec fusillade sur la place publique 4 des 12 accusés dans cette affaire. Ils ont été inculpés pour terrorisme, hostilité à la patrie, sécession, insurrection, meurtre et possession illégale d'armes à feu. Voilà donc bien relaté encore ce jour, Lise Davina Ngili. On se rappelle donc de cette journée plutôt effroyable où des vidéos ont particulièrement bouleversé le Cameroun. Des enfants qui ont perdu la vie de ce côté-là. On va-t-on dire, Steve Anisendo, que cela rentre dans les affres de la crise anglophone qui malheureusement a contribué à faire pleurer davantage de familles. On dira une sale guerre de toute façon, parce que c'est... Là, vous voyez, il y a un an, c'est des enfants qui étaient froidement assassinés ainsi. Et il y a quelques jours, nous avons pleuré deux enfants de la patrie, aussi bien une gamine de 4 ou 5 ans, de 4 ans, je crois, et un de nos soldats. Le problème, c'est que on a l'impression qu'on commence à s'habituer à ça. Et c'est dangereux. C'est d'autant plus dangereux que ce sont des enfants qui n'ont à la réalité rien demandé. Ils sont juste des victimes des erreurs que les adultes qui sont censés les protéger commettent. C'est très douloureux. Au bout, c'est même surprenant que ça fasse de gens un an. C'est très surprenant. Qu'est-ce qui vous surprend, Steve, particulièrement? C'est surprenant parce que la douleur, elle ne part pas. Généralement, la douleur part avec le temps. Mais là, on a l'impression que c'était hier. C'était hier, en fait. Donc, moi, ma question, c'est est-ce que ça n'interroge pas assez ceux qui sont protagonistes dans cette sale guerre-là? Est-ce que ça n'interroge pas assez? On égorge, on tue, et quelque part, ça devient banal. Ça devient banal de savoir qu'il y a des enfants qui ont perdu des vies. Ça devient banal de savoir qu'il y a des soldats qui sont morts. Ça devient banal de savoir que les fils d'une même nation s'entre-déchirent. À la fin, on se demande jusqu'où, à quel moment est-ce qu'on va se dire stop. Et ça, c'est dans les deux sens. Ce n'est pas que dans un sens, contrairement à ceux qui pensent souvent qu'il y a un côté qui peut. Non. Et le problème avec ce type de guerre, c'est qu'il faut toucher les gens de manière émotive. Et pour toucher les gens émotivement, ceux qui généralement subissent, ce sont les civils. Vous connaissez certainement les histoires de Première et Deuxième Guerre mondiale où certains États ont dû bombarder leurs propres. Donc, c'est souvent très compliqué ce genre de choses. Mais toujours est-il qu'on ne devrait pas s'habituer à la mort des enfants. Alors, Marina Kovina, je reviens vers vous. Ça fait déjà un an que le Cameroun a vu s'éteindre des enfants à cause, bien sûr, de ce drame survenu du côté de Kumba. Quand on y pense aujourd'hui, on se dit un an, ça passe très vite, mais toujours que la douleur reste. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de revenir encore sur cette information? Ça fait très mal, David Kevin. Il y a des rescapés qui, psychologiquement, ont toujours cela en tête. Ce n'est pas facile pour les familles, pour les parents. Moi, personnellement, ça me touche lorsque les jeunes qui partaient à l'école pour acquérir un savoir ont perdu la vie, justement à cause de tiraillements par rapport au pouvoir, on le sait, le pouvoir qui est à l'origine de ces différentes atrocités. C'est un peu difficile. Un an, c'est comme si c'était hier, comme Steve l'a dit. La jeunesse de Kumba et des autres villes du sud-ouest et du nord-ouest on peut dire, vivent un peu dans cette crainte-là.
lorsque j'irai à l'école, est-ce que je ne serai pas la prochaine victime? Est-ce que les parents, même lorsqu'ils envoient leurs enfants à l'école, ont toujours cette peur-là? Est-ce qu'on ne va pas m'appeler dans 30 minutes ou alors 1 heure pour me dire que mon enfant a été victime, voilà, a subi telle atrocité? Donc c'est toujours difficile d'en parler jusqu'à présent. La crise anglophone, elle est là, elle dure depuis, et dès le début, on a eu toujours ces jeunes-là qui ont perdu la vie dans des circonstances vraiment atroces. Et 1 an, c'est comme si c'était un jour, voilà. C'est comme si on était toujours le 24 octobre 2020. On a les larmes aux yeux parce qu'on se dit, ça pourrait être ma nièce, ça pourrait être un de mes proches, un enfant. Peut-être mon enfant se met à la place de ces parents-là qui ont perdu leur progéniture. C'est pas facile du tout. Il était donc de bon ton de revenir parler de cette actualité pour dire effectivement combien nous, sur ce plateau, nous compatissons à l'endroit, n'est-ce pas, hein, de la douleur de ces familles qui ont été si durement éprouvées ce jour-là. C'était donc un 24 octobre 2020. On va s'intéresser ce soir à une autre actualité essentielle. On s'intéresse donc à cette campagne qui a donc été instaurée par la DGSN concernant le retrait des passeports. La question des passeports qui continue de faire parler au Cameroun quant à la disponibilité de ce précieux document. Stéphanie Sedo, vous êtes donc sans doute bien affûté concernant ces questions qui jadis font véritablement réagir monsieur et madame tout le monde. J'aimerais bien commencer par vous sur ce sujet concernant cette thématique, concernant cette campagne de retrait de passeports. À travers cela, est-ce qu'on peut dire véritablement que la question des passeports commence à trouver une solution à travers cette méthode, à travers cette démarche? Alors, moi je suis plus un homme de terrain. C'est bon d'avoir des communiqués, c'est bon d'avoir des messages des autorités qui disent que les passeports sont prêts et autres. C'est bon. On peut dire qu'il y a déjà des avancées. Seulement le fait de communiquer, c'est bon. C'est aussi bon de faire en sorte que ça aille un peu plus vite. Parce qu'à communiquer comme ça dans des espaces publics, ça pousse même ceux qui sont sur le terrain à travailler un peu plus rapidement. Mais sur le terrain, on a parfois l'impression que c'est deux mondes. On a parfois l'impression que c'est deux mondes. Et c'est parfois où les Camerounais sont dépassés. Ça veut dire, on vous dit l'instruction est désormais gratuite au primaire, les gens vont au primaire, ils découvrent autre chose. Désormais, les médicaments, le traitement antipaludique, il est gratuit. On va à l'hôpital, on se rend compte que c'est autre chose. On vous dit il y a des passeports qui sont disponibles. Désormais, quand vous y allez, c'est autre chose. Donc, moi, la seule chose que je vais demander, c'est de faire en sorte que généralement, désormais, la parole soit jointe à l'acte. C'est-à-dire, il faudrait que les actes suivent les paroles. Parce qu'à l'heure où nous sommes, il y en a qui font la file, qui sont en rang. La réalité, on la connaît. Il y a des gens qui sont sur le terrain. Donc, c'est bon, ces avancées, c'est bon, ces communications. Moi, je suis admiratif. D'accord? On est en train de se dire que voilà, il y a quand même une certaine évolution du point de vue communicationnel, mais après sur le terrain, est-ce que ça suit véritablement? C'est là où se trouve toute la question. Il faut dire donc que le délégué régional de la Sûreté nationale a donc véritablement mis beaucoup d'efforts dans cette question concernant les passeports. Je rappelle également qu'un centre a été totalement dédié à cela. Un centre, donc, quand on rappelle, qui est, pour reprendre les propos de quelqu'un à la pointe de la technologie. Lise Davina-Ngueli, est-ce que cela ne conforte pas davantage, ne nous conforte pas dans l'avantage concernant cette idée selon laquelle la question des passeports pourrait ne plus se poser d'ici à là? Ce centre, déjà, depuis qu'on l'a ouvert, il y a de moins en moins de plaintes. Quand on l'ouvrait, on a dit en 72 heures ou 48 heures, on aurait les passeports. Et des témoignages qui en découlent, il y a des gens qui ont été appelés après 48 heures pour aller retirer leur passeport. C'est déjà un grand pas.
C'est vrai que Steve a dit tout à l'heure qu'il faut lier la parole aux actes, mais je crois qu'en ouvrant ce centre spécialement dédié aux questions de passeport, le gouvernement, la DGSN est en train de lier la parole à l'acte. C'est vrai que c'est lent, mais c'est déjà ça. C'est toute une journée pour faire ton passeport, 48 heures, 72 heures, c'est pas rien. Quand on sait qu'il y a des gens qui faisaient 1 mois, 3 mois, 1 an sans même savoir où se trouvait leur passeport. Attention, ça aussi, comme je vous ai dit, moi je suis un homme de terrain. Il n'y a que très peu de temps où on a su que ce qu'on appelait de manière triviale le passeport express n'existait pas à la réalité. Il y a peu de temps qu'on l'a su. Mais il y avait des gens qui déboursaient des fortunes. Qui avaient des passeports avant d'autres. Et après, on est venu nous dire quand même que le passeport express n'existe pas. Donc, vraiment, sur le terrain, je préfère que nous soyons un peu plus... Voilà, donc je suis d'accord, il y a des avancées et autres. Mais sur le terrain, ça doit suivre. Les 2 jours qu'on nous dit, j'espère que jusqu'à présent, il y en a qui récupèrent leur passeport au bout de 2 jours. Oui, puisqu'il y a des témoignages. Oui, il y a des gens qui disent que bon voilà, j'étais à la maison. On peut aussi avoir des contre-témoignages. Et puis on m'a appelé pour me dire que mon passeport est sorti. Je suis juste allée, j'ai même pas eu le temps de faire la file. Je suis passée à la salle à la porte sans machin, j'ai toqué et puis mon passeport était prêt, je l'ai retiré et je suis rentrée. En tout cas, donc, concernant cette question des passeports, Marina, il faut souligner tout de même que du côté de la DGSN, les choses bougent. On voit cette campagne qui tout de même rentre dans la dynamique de faciliter un peu la vie aux Camerounais. C'est vrai que tout à l'heure, on évoquait la question des passeports express. Est-ce que finalement, cela ne va pas mettre un peu je vais dire, ça ne va pas un petit peu bousculer les lignes de ce côté-là, parce qu'on avait comme l'impression que faire traîner les passeports devenait un business plutôt juteux pour certains. Effectivement, Kevin, vous venez de le dire, un business qui permettait justement à certaines personnes de se renflouer les caisses, entre guillemets. Comme Steve l'a dit, je ne savais pas. Arrêtez de tout envoyer sur Steve. Je ne savais pas que quand on parlait de, je me disais le passeport express existait justement, oui, parce que je connais des personnes qui ont eu à le faire, à débourser énormément d'argent pour avoir ce passeport express là. Maintenant, attendre aujourd'hui qu'en réalité, ce passeport n'existe pas. Donc, c'est tout simplement pour dire que, Kevin, on espère véritablement que les choses vont changer, les choses iront et que ces personnes à qui sollicitent à obtenir un passeport en 48 heures, 72 heures et voire plus, puissent entrer en possession de ce document-là, très important. C'est vrai qu'il y a la pandémie de la COVID-19 qui ne facilite pas justement certaines choses, mais je pense que c'est à féliciter. C'est un début et on peut féliciter cette structure. On peut donc féliciter cette structure. Une chose est sûre, des choses sont donc faites pour que véritablement le quotidien des Camerounais, du moins qui souhaitent obtenir des passeports, essaye d'être un peu plus facile. Alors, on va s'interroger cette fois-ci, ou du moins s'apesantir sur la troisième thématique. On parle bien sûr du Minfopras, cette mise au point donc concernant la campagne de vaccination. Souvenez-vous, il y a quelques temps, nous recevions sur ce plateau Maître Claude Assira pour parler bien évidemment de cette grève des enseignants concernant cette campagne de vaccination. Il a donc donné également son point de vue, qui était bien sûr de persuader en utilisant des méthodes assez particulières, du moins pour persuader les usagers à bien vouloir recevoir ce passeport. On rappelle qu'un communiqué donc du Minfopras a donc été publié pour, je précise, préciser qu'il ne s'agissait jamais, qu'il n'était pas question d'obliger les personnels de l'État à se faire vacciner. Il le mentionne en gras, il était question de persuader, obliger non, mais pas encore.
pour reprendre donc les propos. Alors, on s'interrogeait bien évidemment sur cette question au niveau des libertés individuelles. Est-ce qu'il était donc question d'outrepasser les libertés individuelles pour pouvoir faire donc appliquer cela? C'est vrai que nous avons eu l'avis de Maître Assira qui disait que tant qu'il s'agit donc du moins de sauver plusieurs vies, il faudrait quand même essayer de voir dans quelle mesure, du moins ne pas cette fois-là respecter à la lettre la loi, mais il faudrait voir dans quelle mesure faire évoluer du moins cette loi concernant les libertés individuelles. Moi je me retourne donc vers vous, Marina, êtes-vous rassurée par ce communiqué donc du MINFOPRA concernant cet acte qui consiste à persuader mais surtout pas à obliger, ou du moins pas encore? Alors, David Kevin, je voudrais revenir sur ce que le ministre a dit. Il y a une dernière phrase qui est en gras qui dit « Tous à la vaccination pour une immunité collective et pour un service public sans risque et sans Covid. Voilà. C'est clair, hein, David Kevin? Les mots du ministre sont à peu près clairs. On n'oblige pas, on persuade, comme il a dit plus haut. Et je pense que, ainsi dit, ces différents personnels sont un peu plus rassurés, oui. C'est-à-dire qu'on ne va pas nous obliger à faire un test, à se faire vacciner, voilà, à se faire vacciner, voilà, contre la pandémie de la Covid-19. C'est une, on va dire, c'est un choix, voilà, un choix que les uns et les autres devraient donc faire pour se protéger eux-mêmes et protéger aussi leur entourage. Si tant est vrai qu'on évolue dans un milieu, dans un service là où il y a des personnes qui viennent un peu de partout, qui voyagent, qui se déplacent, et puis se faire vacciner aussi, ça protège l'autre. Donc je pense que le communiqué du ministre est clair. On ne vous oblige pas, mais on cherche tout simplement à vous persuader que c'est important de se faire vacciner dans ce cadre-là. Steven Issendo, lors d'une conversation, lorsque la persuasion ne fonctionne pas toujours, on peut avoir recours donc à une obligation. Est-ce que donc on peut du moins redouter que cette vaccination soit donc imposée au personnel, du moins aux agents publics, vu le fait que, du moins selon un sondage et selon l'avis de pas mal de Camerounais, la prise du vaccin, c'est pas pour tout de suite? Alors moi je vous avais donné les raisons pour lesquelles déjà les Camerounais, dans leur immense majorité, sont dubitatifs vis-à-vis de ce vaccin. Je vous ai donné les raisons. Ça veut dire que quand vous avez des personnalités qui ne sont pas vaccinées, ou du moins qui doutent eux-mêmes. Et que il y a M. Bruno Tagne, quand est né et confrère, qui a demandé au ministre de la Santé que vous vaccinez monsieur le Président quand? On a vu comment la réponse était complexe à sortir. Tu vois, quand vous avez des scènes pareilles, comment vous voulez que moi, je sois confiant? Maintenant, la deuxième des choses. Moi, le vaccin, moi, je ne suis pas de ceux qui sont complotistes. Complotistes, absolument. D'accord. La maladie, elle existe. Le vaccin peut même être bon. D'accord. On peut même demander aux gens de le faire. Mais il faut que ce soit encore dans le cadre de la loi. D'accord. Ça veut dire que si les gens doivent se faire vacciner, et si ça doit être obligatoire, il faut que cela passe par l'Assemblée nationale aussi. Parce qu'après, c'est une violation de libertés individuelles. Laissez-moi au moins, Maître Claude Assira riait la dernière fois quand je disais « laissez-moi choisir ma mort ». D'accord. Aussi bien qu'il aura choisi sa vie, j'ai le droit de choisir de quoi je vais mourir. Donc, pourquoi est-ce qu'on me contraint au vaccin si j'estime qu'il ne m'est pas très important? Parce que peut-être à ce moment, vous devenez un danger pour de potentiels usagers. Ah, je deviens un danger pour les autres. Ça peut être vrai. Ça peut être vrai. Vous créez donc les conditions qui vont me contraindre à aller me faire vacciner. Il y a des propositions dans ce sens? Nous ne sommes pas dans une jungle. Nous sommes dans une république. Et dans une république, nous avons des canevas qui sont établis pour que nous vivions en société. Autrement dit, du moins, si on fonctionne en dehors de ce canevas-là, voler ça ne devient plus une infraction.
ça devient légal. En tout cas, c'est d'une très grosse ambiguïté. C'est pas d'une ambiguïté. C'est vous qui voulez voir l'ambiguïté. C'est aussi simple que ça. En tout cas, si vous me contraignez à me vacciner, ça devient... Vous violez mes droits à moi. Est-ce que c'est aussi simple que ça? Si vous devez me vacciner par la contrainte, il faudrait que ce soit établi par les règlements qui régissent le fonctionnement de ma société. C'est tout. Voilà. Encore qu'on rappelle que cette exhortation, je préfère utiliser ce terme, est beaucoup plus utilisée concernant le vaccin du Covid. Qu'ils utilisent bien les termes. Qu'ils utilisent bien les termes. Parce qu'après ce que les enseignants ont lu, par exemple, ils en ont fait une interprétation. Vous n'allez pas dire que les enseignants sont tous cons quand même. Donc, ils ont lu. Ils ont compris. Ils ont compris ce qui était normal de comprendre. Voilà. Alors, j'aimerais terminer avec vous, Lise Davina-Nguili, cette mise au point donc du MINFOPRA concernant la vaccination. On sait bien que ce vaccin est un peu plus efficace parce qu'il faut en prendre quelques doses, du moins un peu plus de doses que prévu pour espérer, du moins être protégé mentalement, ou je veux dire moralement. Pour prendre les propos de quelqu'un, Lise Davina-Nguili, êtes-vous rassuré finalement à travers cette mise au point fournie par le MINFOPRA? Je crois qu'il était temps que le ministre mette au point cette ambiguïté parce que, comme je le disais, il y a une note qui est sortie et les enseignants ont suivi ce qu'il fallait suivre et ont décidé de descendre. Donc maintenant, avec la mise au point, c'est qu'il était question d'exhorter à la vaccination, d'exhorter les enseignants à se faire vacciner, étant donné que, comme j'ai dit la dernière fois, ils sont à la charge d'un futur Cameroun et donc ils devraient être d'une manière ou d'une autre des modèles d'aujourd'hui pour le Cameroun de demain. Voilà donc qui est bien souligné ce soir. C'était donc les propos de Lise Davina-Nguili. Vous le savez, on doit donc évoluer dans ce programme. Et je rappelle que après donc le débrief, on aura, n'est-ce pas, la grande chance d'avoir sur ce plateau des personnes qui vont d'abord contribuer à élever le débat et sans doute à nous apporter le plus de l'information. Je rappelle donc Cédric Diongo, qui est donc le rédacteur en chef, n'est-ce pas, du très sérieux quotidien Echo Matin sera donc avec nous sur ce plateau. Il sera donc aussi en compagnie de notre invité du jour, André-Marie Dibamou, qui bien sûr de ses connaissances plurielles viendra sans doute nous donner son point de vue et certains éclaircissements concernant certains sujets d'actualité. On va donc prendre une note de musique, n'est-ce pas, pour installer convivialement nos prochains invités sur ce plateau. Merci donc de nous suivre. On est ensemble jusqu'à 19 h et n'oubliez pas, pour ceux qui nous regardent sur la toile, de partager et de laisser également vos réactions sur la toile afin que nous puissions également partager cela avec nos invités sur le plateau. Merci donc également à ceux qui sont déjà connectés, qui sont connectés depuis 17 h. Le grand H se poursuit. À tout de suite. Yobese wanu uwoka mekine uwoka mentat uyene teme anti ngawongo komisi okome fe yobese wanu yongo komisi dunga kome temote binam asute watok temote binam awulege matoma ndamunisi asiga temote binam ngano ngatafasa tano papa ulama tefu binyasi anga wule matomo andamanama amute pepa amute anti amute obale me anti obale me anti
Obalame, okamanima, uyagalame, obalama, obalama, uyagalame, okamanima, obalame, papa, obalame. Sibeni mani tende, makama sile sewama. Sibeni mani tama, makama lo pepe. Mizigi ya famu ntengangale, mtuwa ibilingi bitenge. Mizigi ya palo tingangale, mtuwa ibi pongu mikwala. Mizigi ya tala bokone ngale, mtuwa ibi tal bitala. Mizigi ya tomu yonsiangale, mtuwa ibi tombi bongo. Ya bebe mangangale, mtuwa ibi bongo mi manga. Mezele ya masimu konde ngale, mtuwa ibi konbi kondo. Bapa masiga bamani tsende, mkabwa imbala lor musik. Mabula mandama piano, menyina besete. Baka batanga leti pons, ibakuni talanga mandama piano. Baka batanga x-maleya, ibakuni talanga besete. Obalamoko, obalame anti, uyagalame, okamanima, ulegime papai. Obalamo, obalama, okamanime, okalamama, uyagalame papai. Obalame kai, obalame, obalame anti, uyagalame, okalamama, obalame papai. Mangale matoto yes and manonga mikro mabomba masika ma yes mamoni masika ma yes makuma masika masama famoni masika masama vakuma pamantika punya success yes mamato para me uyagala me anti okala ni me okala dama obala me papa Adèle Rufin-Gono, qu'on appelle plus communément Lady Ponce, est une artiste au casquette mais plurielle. Elle est également chef d'entreprise et c'est donc un plaisir de vous proposer cette sonorité musicale qui est comme une prière à l'endroit, n'est-ce pas, des personnes qui traversent des moments très difficiles. Je vais l'annoncer donc avant la petite respiration, et bien que nous devrions recevoir de belles personnes sur ce plateau et vous aurez l'occasion vous également de réagir incessamment via les contacts qui s'affichent au bas de l'écran. On prend donc la transition pour installer bien convivialement ces personnes qui vont venir colorer de la plus belle des façons ce plateau. Je rappelle, ce sont des invités ressources que nous avons ce soir. Transition. Le Grand H, c'est donc des invités de choix. Et bien pour accompagner ces invités de choix, on a la grande chance d'avoir, n'est-ce pas, le rédacteur en chef, n'est-ce pas, du quotidien Écho Matin. Cédric Diongo, bonsoir, bienvenue sur le Grand H. Bonsoir David Kevin, bonsoir à vos très nombreux téléspectateurs. On m'a donc demandé de souligner bien évidemment la cravate du jour qui pourrait porter chance, n'est-ce pas, vis-à-vis de ces échanges. Je rappelle qu'on aura bien sûr votre intervention concernant
également hein, les différentes questions que nos téléspectateurs se posent et également les grandes thématiques qu'on aura l'occasion d'aborder dans ce programme. Et pour bien introduire notre invité central de ce soir, je vous laisse l'opportunité de dire quelques mots concernant donc monsieur André Dibamou qui nous fait donc l'honneur de sa présence ce soir sur le Grand H. Alors pour bien introduire notre invité, moi j'ai pris une citation, c'est celle de Frantz Fanon qui dit « Chaque génération doit dans une moindre mesure trouver sa mission, l'accomplir ou la trahir ». Eh bien parce que notre invité, lui, il a... notre invité de ce jour, donc j'allais dire, il a la tête sur les épaules et le triomphe modeste. Ne lui demandez surtout pas d'où il vient, il vous répondra de toutes les manières qu'il vient un peu de partout du Cameroun, mais nous avons fouillé un peu dans sa vie, on s'est rendu compte qu'il est né un 15 février 1991 dans la région du centre du Cameroun et plus particulièrement dans le département du Mbam et Inoubou. André-Marie Dibamou revendique ses origines d'un peu de partout dans le pays, notamment de l'ouest du littoral, de l'extrême nord même. Il est camerounais et fier de l'être, comme il aime si bien le dire. Et cette pluralité, eh bien, elle détend également et beaucoup sur son parcours académique. Il est diplômé de l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication. Il aurait bien et bien pu être journaliste comme vous et moi, que non, il a choisi de poursuivre ses études, notamment à l'Institut des relations internationales du Cameroun et à l'Université de Massachusetts aux États-Unis, entre autres. Aujourd'hui, il détient pour lui tout seul et à son très jeune âge 3 PhD, dont un en leadership, un autre en sciences de l'information et de la communication, option phanéroscopie, et un 3e PhD en droit international des affaires. Quand vous lui demandez ce qu'il fait dans sa vie, André-Marie Dibamou répond un peu comme Jean-Michel Cancan: ce que je vois, je fais, ce que je ne vois pas, je ne fais pas. Mais pour être plus sérieux, notre invité est diplomate, puisque c'est ce qu'il a appris à l'école, diplomate de formation, enseignant d'université, VRP, il nous dirait peut-être mieux ce que c'est. Par ailleurs, consultant de médias et l'une des plus grosses professions qu'il exerce, rassurez-vous, eh bien, il est père de famille. J'ai eu l'occasion de côtoyer son enfant et je peux vous dire que c'est une famille très, très, très heureuse. André-Marie Dibamou aime beaucoup la lecture, mais avant de parler de ses lectures, parlons de ce que lui-même il produit. Parce que en dehors d'être un lecteur très passionné, il est également un écrivain très engagé, auteur de près d'une dizaine d'œuvres. Aujourd'hui, on va juste citer quelques-uns avec le concours de la réalisation, si on peut nous proposer, notamment son tout dernier ouvrage « Je m'engage, comment réussir sa vie d'internaute ». Autre ouvrage paru en 2018, c'est de la présidentielle 2018 au Cameroun. Il y a un autre que j'aime bien, celui-là c'est « Obamaphobie, comprendre la rupture entre Barack Obama et la race noire ». Et puis Facebook, comment réussir sa vie d'internaute. Il y a plusieurs autres livres comme ça qui portent, n'est-ce pas, la griffe d'André-Marie Dibamou, qui lui, comme je le disais, est passionné de lecture. Il adore particulièrement Victor Hugo et Edgar Morin. Et c'est sans doute de ce dernier qu'il tire donc son impertinence idéologique. Oui, car il faut le dire, notre invité n'est pas du genre à se laisser marcher dessus, il n'est pas du genre à s'aligner dans les sentiers battus, il trace son sillon et il y va coûte que vaille. Il serait prêt à défendre ses opinions, même devant le monde entier s'il le fallait. Très critiqué dans son entourage, André-Marie Dibamou sait encaisser les coups, mais sait aussi en donner, comme le faisait un peu Mohamed Ali ou plus récemment Francis Ngannou. Il assène des coups à ses adversaires, ponctuels et ciblés, et poursuit son bonhomme de chemin comme si de rien n'était. Impertinent, détesté, insulté, voire régné, qu'on l'aime ou on ne l'aime pas, André-Marie Dibamou s'est imposé sur la scène publique et ce soir, il est sur le Grand H. Et ça fait donc plaisir de l'avoir ce soir en posture d'invité. Eh bien, parce qu'on le sait, vos adversaires, comme l'a souligné Cédric, peuvent réellement le sentir passer. André-Marie Dibamou, bonsoir, bienvenue donc sur le Grand H. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir à mes copanélistes. Bonsoir aux nombreux téléspectateurs de votre chaîne de télévision, à vos mobinotes, à tous ceux qui nous regardent à travers le monde. C'est ma première au Grand H, c'est un plaisir, je vous remercie, j'ai été bien accueilli, j'ai surtout été bien installé, j'ai suivi l'émission, j'ai regardé
avant d'arriver. Il y a eu quelques difficultés, des bouchons de fin de journée, mais cela a été très vite rattrapé et je suis là à vos côtés, je suis content. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, une réaction concernant donc cette mise en bouche proposée par Cédric Diongo. Est-ce que cette description, ce descriptif vous correspond véritablement? Écoutez, c'est un descriptif relativement évocateur de ce que ma carrière professionnelle et académique a été. Elle est loin d'être achevée. C'est pourquoi, généralement, je ne commande pas cela. Ce n'est pas le moment de faire le bilan parce qu'on a encore de longues années de production scientifique, heuristique et professionnelle devant nous. Donc, je le félicite déjà parce que ce n'est pas évident de parler de moi en quelques mots, en quelques phrases, parce que j'imagine bien que ça va être laborieux, mais il y est parvenu. Je le remercie pour cela. D'ailleurs, je vais l'enregistrer. C'est l'un des meilleurs portraits de moi qui ait été fait depuis ces 5 dernières années. Il a donc le mérite de le faire. Il a la plume et tout ce qui va avec, vous l'aurez sans doute remarqué, parce que parler de vous peut être très exhaustif avec les nombreuses casquettes que vous arborez. Je rappelle également que vous aurez bien sûr les soins de découvrir quelques interventions de Steve Anisendo qui est avec nous également sur ce plateau, et de moi-même, David Kevin. Donc sentez-vous déjà très à l'aise. Avant de rentrer dans le vif du sujet, vous avez sans doute eu à écouter quelques interventions, comme vous le disiez, des chroniqueuses qui étaient sur le plateau concernant ces différentes thématiques que nous avons abordées. Est-ce que vous avez une thématique ou plusieurs qui vous ont particulièrement marqué ce soir? Alors, ce soir, je m'incline devant la mémoire de ces Camerounais qui ont perdu la vie dans le nord-ouest et le sud-ouest de façon inopinée et gratuite à la suite de ce conflit qui n'aurait jamais dû commencer, mais que nous subissons malgré nous au fond de notre chair. Parce que, où que nous soyons, de quelques origines que nous soyons, nous avons perdu quelqu'un dans cette guerre. Nous avons perdu un être cher. Nous avons perdu un voisin. Nous avons perdu une connaissance, l'ami d'un ami. La connaissance d'une connaissance, c'est simplement une guerre qui nous meurtrit, qui nous tue, qui nous asphyxie au plan économique, au plan social, au plan politique. On se rappelle qu'en 2018, lors des élections présidentielles, il n'y a pas eu de vote dans le nord-ouest et le sud-ouest. En 2020 encore, il fallait choisir les représentants du peuple. Le nord-ouest et le sud-ouest n'a pas eu cette chance, une fois de plus. Les élections au sein du Conseil national de la jeunesse, où je suis très actif, n'ont pas pu se tenir en 2021, simplement parce que ces zones ne sont pas encore pacifiées. Vous comprenez que notre pays aujourd'hui, qu'on le dise ouvertement ou pas, souffre de cette crise. Au plan économique, ça se voit. Quand vous allez dans les marchés de Douala, la fluidité qu'il y avait entre la zone de Idina dans le sud-ouest, où les commerçants pouvaient traverser, aller au Nigeria et faire entrer des produits, ce commerce-là est complètement mort. Si vous allez dans le sud-ouest, vous cherchez la Silicon Valley, ça n'existe plus. Dans le nord-ouest, le trafic qui existait il y a quelques années et qui faisait vivre des populations dans l'ouest de Cameroun, et même à partir de Makenene, moi je suis là-bas, et donc je connais le commerce de nuit, les bus d'amour mes âmes qui passent dans la nuit, ça n'existe plus, ça faisait vivre des populations, ça faisait vivre des ménages. Donc il y a un problème réel qu'on doit résoudre dans notre pays. Il faut commencer par le faire. Donc je m'incline devant tous ceux qui ont payé le prix de la vie pour qu'on retrouve la paix. Parce qu'avant eux, Oumniobé l'a fait. Beaucoup d'autres, Ernest Ouandie l'ont fait. C'était pour qu'on n'ait plus à payer le prix du sang pour avoir notre liberté dans ce pays. Malheureusement, en 2016, nous avons repris le cycle de la violence. Et cette violence va crescendo avec une sorte d'escalade qui se remarque à la fois du côté des séparatistes irrédentistes qui se revendiquent d'un sécessionnisme et de l'autre part l'armée régulière qui, bien évidemment, comme son devoir le lui demande, est obligée de frapper du poing sur la table et d'utiliser des méthodes fortes. C'est une guerre qui nous meurtrit, qui nous tue et pour laquelle on ne cessera pas certainement de verser des larmes. Absolument. Et je rappelle également que vous êtes président de l'Assemblée générale du Conseil national de la jeunesse du Cameroun. Comment est-ce que, effectivement, bien sûr, avant l'intervention de Cédric Diongo... Oui, non, je voulais juste dire que vous dites qu'il est président du CNJC. Vous voyez, j'ai évité... de l'Assemblée générale. Voilà, j'ai évité un peu de le dire dans la présentation, parce qu'il y a beaucoup de débats aussi qui se tiennent autour. André-Marie Dibamou sait de quoi je parle, il sait que ce n'est pas faux, qu'il y a beaucoup de remous encore au sein même du CNJC qui ne le présente pas lui comme étant le président
véritable. Et du coup, il y a ces deux camps qui se sont créés un peu entre celle qui se présente aujourd'hui comme l'actuelle présidente, Fadimatou Iyawa, qui est avec les institutions un peu partout où le besoin se fait ressentir. Vous savez que récemment, elle était à Accra au Ghana dans le cadre du forum Youth Connect où elle a pu récolter une enveloppe. Donc moi, je n'ai pas envie de revenir aussi sur cette situation. Peut-être qu'il pourra nous expliquer, nous éclairer davantage afin que je puisse dire convenablement qu'il est le président du CNDC. Mais pour le moment, j'ai un peu de la réticence à le dire. Alors, clairement, André-Marie Dibamou, avant de bien évidemment de prendre la question de Cédric Djongo, quel est l'état, comment est-ce que le CNJC se mobilise déjà pour faire avancer les choses concernant la crise anglophone? Quelles sont les actions qui ont été menées? Et finalement, quel est votre réel statut de ce côté-là, président ou autre chose? Alors, le Conseil national de la jeunesse organise en ce moment les états généraux de la jeunesse du Cameroun les 15, 16, 17 et 18 décembre prochains. Ce sera au Palais des Congrès. C'est une une pléiade d'activités qui va commencer par un cross-country, ce qu'on appelait un mini-marathon de 35 km du stade Mateko au Mont-Fébé et l'arrivée au boulevard du 20 mai. Ensuite, il y aura une soirée de gala, de collecte de fonds pour le financement du fonds de solidarité jeune d'une valeur de 1000 milliards que le Conseil national de la jeunesse a implémenté, a mis sur pied, parce qu'on s'est dit il faut mettre de l'argent à la jeunesse, il faut donner de l'argent à la jeunesse. La jeunesse a la technologie, elle a le savoir-faire, elle a même déjà arraché. Si on parle de transfert de technologie, on ne transfère jamais la technologie, on l'arrache. Et la jeunesse de Kennedy ou la jeunesse du marché Congo, la jeunesse de Kouloulou, ils ont la technologie. Maintenant, il leur faut un financement. Donc voilà pourquoi nous avons lancé le fonds de solidarité jeune au sein du Conseil national de la jeunesse pour récolter ces 1000 milliards auprès des institutions publiques, auprès des partenaires au développement, auprès des coopérations internationales, mais surtout auprès des départements ministériels qui vont, à partir de la loi de finances de 2022, verser 15% de leur budget au fonds de solidarité jeune. Donc voilà ce que le Conseil fait. Maintenant, pour ce qui est de la crise, nous pensons que le Conseil doit s'asseoir, parce que c'est nous les jeunes qui prenons les armes. Si vous regardez la moyenne d'âge de ceux qui sont révoltés dans le nord-est et le sud-ouest, c'est 25 ans. Si vous regardez ceux qui, de l'autre côté de l'armée régulière, vont au front, c'est les jeunes. Donc vous comprenez que de part et d'autre, c'est la jeunesse qui est interpellée. Si vous regardez les exactions qu'on a, ou bien l'incivisme qui a pignon sur rue dans les réseaux sociaux, les agressions des forces de l'ordre et de sécurité, c'est encore les jeunes. Donc nous pensons que le Conseil national a tout son rôle à jouer et doit peser de tout son poids pour que cette situation revienne à la normale. Est-ce que c'est réaliste ce que vous proposez? Je veux dire, 1000 milliards de francs CFA, c'est quand même un quart du budget de l'État du Cameroun. Est-ce que ce n'est pas un peu trop exagéré comme non, pas du tout. À atteindre? C'est pas exagéré, c'est un projet. Sur quel levier comptez-vous vous appuyer pour réussir à atteindre cet objectif de levée de 1000 milliards de francs CFA? Écoutez, nous étions à Montpellier pour représenter le Cameroun lors du sommet, le dernier sommet Afrique-France du 8 octobre dernier. Nous avons soumis cette proposition au président de la République de France, Emmanuel Macron, qui a accepté de financer désormais les économies africaines, la société civile et la jeunesse. Donc voilà déjà une poche, un levier de financement. Donc ça veut dire les 1000 milliards viendront de la France ou partiellement? Voilà déjà une source de financement possible. Nous avons dans chaque département ministériel dans notre pays qui va verser 15% du budget qui est alloué généralement à la jeunesse et qui rentre au trésor public, parce qu'on se dit les jeunes ne savent pas monter les projets. C'est pas vrai, vous êtes DP, vous savez monter très bien votre projet, votre entreprise, vous la gérez très bien. Donc moi je dis, les jeunes peuvent se prendre en charge. Donc on l'a dit pendant de très longues années qu'on n'avait pas la possibilité de monter des projets, qu'on n'avait pas la possibilité de viabiliser les projets, donc on ne pouvait pas accéder aux prêts bancaires. C'est faux. Donc on pense qu'aujourd'hui, en mettant ce fonds de solidarité sur pied, on va directement verser de l'argent dans le fonds de solidarité au lieu de les faire transiter par les départements ministériels qui généralement n'appliquent pas la politique sectorielle jeune comme il se doit. Donc voilà les poches. Maintenant, les partenaires bilatéraux, c'est-à-dire les États-États, les États-Unis, les départements d'État, avec tout ce qu'ils ont comme projet pour la jeunesse, vont directement financer le projet le fonds de solidarité jeune. Vous prenez la France. La France, directement, avec la nouvelle politique internationale du président Macron, va immédiatement financer le fonds de solidarité jeune plutôt que de financer les autres projets de développement. Donc voilà, l'Union africaine. La France, est-ce que la France a pris l'engagement? Bien sûr, bien sûr. C'était l'objet de la discussion et du débat en France. Le dernier sommet France-Afrique, c'est la nouvelle orientation que nous sommes en train de donner au développement, au rapport entre les Africains et les Occidentaux. Je sors par là, l'Union africaine, par exemple. Ce que je demande, c'est est-ce que la France a pris l'engagement d'apporter des financements dans votre fonds?
Oui, bien sûr. Dans ce fonds-là. Bien sûr. Je sors donc par l'Union africaine. L'Union africaine qui est l'instance qui a impulsé la mise sur pied du Conseil national de la jeunesse du Cameroun. Peut-être faudrait-il le rappeler pour la gouverne de nos téléspectateurs que le Conseil national de la jeunesse est né en 2009. Au Cameroun arrive en 2009, mais l'Union africaine a imposé une instance fêtière de regroupement de mouvements de jeunesse dans tous les pays d'Afrique en 2006, lors du 36e sommet des chefs d'État et de gouvernement. C'était à Addis Abeba. Et est née la charte africaine de la jeunesse. Et cette charte africaine de la jeunesse définit les droits et les devoirs des jeunes dans tous les pays d'Afrique. Ça, c'était en 2006. Le Cameroun n'a pas pu mettre ça sur pied en 2006, pourtant l'a ratifié. Après les émeutes de 2008, le Cameroun décide en 2009, justement, de mettre sur pied le Conseil national de la jeunesse. Voilà la genèse de la création. Donc l'Union africaine, qui est l'instance mère, si vous voulez, fêtière de tous ces mouvements de jeunesse et de groupements de jeunesse en Afrique, a donc adoubé le projet de Fonds de solidarité jeunesse de 1000 milliards et va apporter une contribution pour la collecte des fonds. Les soirées de gala que nous avons organisées le 18 et le 17 décembre prochain vont constituer également des moyens de renflouer ces caisses et de financer directement la jeunesse, plutôt que de passer par des mécanismes alternatifs de financement. Voilà donc qui est bien souligné. J'aimerais très rapidement, André Dimbabou, revenir donc sur cette question concernant vos rapports avec Fadimatou Inyawa, pour savoir bien évidemment comment est-ce que deux esprits assez brillants s'unissent pour faire bouger bien évidemment cet organe qu'est le CNJC. Ben, écoutez, moi j'ai de très bons rapports avec Madame Yawa, des rapports personnels si vous voulez. Maintenant, au plan politique, je pense qu'elle est instrumentalisée par d'autres officines qu'il ne me sied pas de citer ici parce que ce n'est pas l'objet de mon invitation, pour se maintenir à un poste qu'elle a perdu le 15 mars dernier. Donc depuis le 15 mars dernier, l'Assemblée générale du Conseil qui est constituée de 60 membres, donc nous avons une Assemblée comme Assemblée nationale. On a un président de l'Assemblée générale qui a un rôle, je le reconnais, de PCA, c'est-à-dire un rôle symbolique en réalité. Mais lorsque l'Assemblée générale décide de lui donner en plus des pouvoirs de l'Assemblée qu'il a, des pouvoirs exécutoires, à ce moment, ça s'impose né varietou. Je ne vois pas pourquoi il y aurait une tendance gouvernementale ou pro-gouvernementale à vouloir maintenir Mme Yawa, qui le fait malgré elle. Je sais qu'elle aurait souhaité elle-même, du fond de son cœur, ne pas être la risée de la jeunesse comme c'est le cas actuellement. Pendant 3 ans, je crois qu'elle a fait ce qu'elle a pu faire, tout le monde a vu, on pourra l'évaluer, mais ce n'est pas à moi de le faire. Je laisse cette charge aux journalistes que vous êtes, aux enquêteurs que vous êtes, de mener cette action. Mais comme je l'ai dit hier sur les antennes de la RFI, le Conseil national de la jeunesse survivra à nous tous. Vous comprenez? Autant que nous sommes là, nous sommes des jeunes, nous sommes venus servir. Nous avons découvert notre mission au sein du Conseil, nous devons l'accomplir ou la trahir. Madame Fadimatou a fait ce qu'elle pouvait faire. Elle est partie. Aujourd'hui, le Conseil a un nouveau souffle, le Conseil a un nouveau président. C'est ce que moi je retiens et c'est ce que j'aimerais que vos téléspectateurs retiennent. Et cette nouvelle dynamique, le Conseil doit travailler aussi avec cette nouvelle dynamique, c'est une dynamique d'ouverture. Une dynamique d'ouverture aux présidents de jeunesse, d'associations, des étudiants des grandes écoles d'université. C'est une ouverture au Bayam Selam. C'est une ouverture aux mototaximens. C'est une ouverture aux call-boxers. Voilà le vrai Conseil. Parce que c'est là où on retrouve la vraie jeunesse qui foisonne et qui a une énergie qui le Conseil ne peut pas travailler en étant à porte-à-faux avec les autorités publiques, quand même. C'est-à-dire que jusqu'ici, vous n'avez pas l'assentiment de votre, j'allais dire, de votre tutelle, le ministre de la Jeunesse, Moulouna Foutsou. Tout à l'heure, vous dites que vous avez de très bons rapports avec l'actuel président, mais je vous ai souvent écouté dire des propos quand même assez durs contre elle. Je n'ai pas envie de répéter ça ici parce que tellement ça a été choquant. Comment est-ce que vous situez ces rapports exactement? Je veux dire, est-ce que vous discutez souvent? Est-ce que vous vous rencontrez? Ou alors est-ce que c'est de la courtoisie sur un plateau de télévision? Vous savez, je préfère parler des idées que des personnes. Ça me gêne de parler de ça. Je crois que j'en ai suffisamment dit pour ne pas revenir sur des querelles de personnes ou des querelles de leadership. Ça ne m'intéresse pas. Et je suis mal à l'aise à en parler. Autant vous l'avouer à l'antenne. Non, je parle de vous. Ce sont vos propos. Ce sont généralement vos propos. Ce sont généralement vos propos. Je peux redire ce que vous avez eu à dire, mais ce sont généralement vos propos. Par contre, vous avez dit quelque chose sur mes rapports avec l'administration. Je peux répondre là-dessus en disant qu'en réalité, le conseil, c'est le conseil. Donc, l'administration doit accompagner la jeunesse. Le rôle de l'administration, dans une querelle, si tant en est qu'il y en a une, n'est pas de choisir un camp contre un autre, c'est de rassembler. Le rôle d'un père de famille, c'est de rassembler. S'il y a dissension au sein d'une organisation, c'est d'essayer de voir ce qui ne va pas et de régler la crise. Donc, tel que vous le dites, l'administration, de mon point de vue, l'administration, ce n'est pas le MINJEC. L'administration, c'est les autorités. Je suis allé en France au nom du Cameroun.
Je suis allé, je me déplace, je signe des partenariats, des contrats. Je vais rencontrer le partenariat, le JICAM, la semaine prochaine à Douala. C'est au nom du Conseil, c'est au nom du Cameroun. Nous avons des pourparlers avec des bailleurs de fonds internationaux, le Club de Londres et le Club de Paris qui vont financer le projet de Solidarité Jeune. C'est au nom du Cameroun que je le fais. Donc, je ne voudrais pas que vous donniez l'impression aux téléspectateurs qu'en réalité, il s'agit d'une fronde qui est entretenue de l'intérieur contre les institutions de la République. Monsieur Dibamou, le Conseil est une institution de la République. Monsieur Dibamou, est-ce que vous pouvez redire, est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs de notre chaîne ou de cette chaîne de télé que le ministère de la Jeunesse est la tutelle du CNJC? Est-ce que déjà vous reconnaissez cela? Ça, c'est la première des choses. Ce que je vais dire à vos téléspectateurs, c'est que le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique est la curatelle et non la tutelle du Conseil national de la jeunesse selon nos statuts de 2021. Alors, est-ce que vous reconnaissez que c'est eux aussi qui ont la charge d'organiser des élections au CNJC? Ce n'est pas une reconnaissance. Posez-moi la question. Je suis le président et je vous cite les articles. Qui organise les élections au CNJC? Les articles de nos statuts du 15 mars 2021 qui confèrent la légitimité, la capacité d'organiser les élections à l'Assemblée générale. Nous vous écoutons. Parce que c'est l'Assemblée générale du Conseil qui organise les élections depuis le 15 mars dernier à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau communal, au niveau départemental, au niveau régional et au niveau national. Les élections auront lieu après les États généraux de décembre. Nous allons convoquer le corps électoral après la CAN, c'est-à-dire la CAN c'est le 6. Le 11, nous avons le 11 février, notre fête de la jeunesse. Et après le 11 février, nous allons remettre notre tablier pour que de nouvelles élections soient organisées par la jeunesse et pour la jeunesse. Alors, je suis très gêné parce que je vois en filigrane la question de la tutelle. Attendez, on est jeune et on est déjà majeur, vous comprenez? Quand on a 30 ans comme moi, on n'a pas besoin d'être sous une tutelle, vous comprenez? Et j'ai honte que sur un plateau de jeunes, on essaie de me dire, allez, continuez à vous attacher votre corde au cou. Non, sauf qu'il y a des lois. Non, on ne s'attache pas, sauf qu'il y a des lois. Sur la tutelle, et chaque fois que vous voulez vous émanciper, alors non, ne le faites pas, parce que vous voyez, on est encore tout petit, on dépend de papa, il doit nous donner un budget. Non, on doit le faire dans le cadre d'une réglementation de toute façon. C'est terrible quand même. J'ai bien envie de vous demander comment est-ce que vous voyez effectivement le CNJC? Est-ce qu'il doit être un organe tout à fait autonome sans avoir à bénéficier forcément de l'encadrement? Je préfère utiliser ce terme-là de ce ministère. Comment est-ce que vous voyez cette structure? De quel encadrement vous parlez quand on est indépendant et autonome? Je vais vous faire une révélation. Le Conseil national, le président de l'Assemblée générale nationale du Conseil national est au même titre symbolique que le président de la République d'un État. Je vous explique. Pendant que le président de la République est élu par 100% des Camerounais, c'est-à-dire toutes les couches sociales, le président du Conseil est élu par 74%, c'est-à-dire la majorité de tous les Camerounais. Donc entre 100% et 74%, même le député de la nation n'a pas le niveau de légitimité d'un délégué national du CNJC parce qu'il est élu par tous les jeunes. Et les jeunes, c'est 74% de la population quand on va jusqu'à 45 ans. Alors vous voulez que dans un contexte de telle légitimité, d'une telle onction populaire, d'un tel adoubement généralisé, on en soit encore à faire des génuflexions, on en soit encore à faire de l'aplaventrisme, on en soit encore à être assujetti à une autorité, fût-il une autorité... L'aplaventrisme contre qui? Une autorité tutélaire. Non, je ne pense pas. Je suis contre cette façon, cette jeunesse-là, qui pense toujours qu'elle doit attendre, elle doit être encadrée. Non, je suis pour une jeunesse qui se prend en charge. Je suis pour une jeunesse qui s'émancipe. Il n'y a pas que la femme, la jeunesse est une couche sociologique la plus vulnérable, la plus, je vais dire, dans une société, c'est la jeunesse qui construit la société, c'est la jeunesse qui construit la nation. C'est parce qu'on aura les DG qui ont 20 ans qu'on va construire ce pays, c'est parce qu'on aura des ministres à 25 ans qu'on va construire ce pays, parce qu'un ministre à 25 ans, il ne pense pas à voler de l'argent, il ne pense pas à construire, il pense à construire sa carrière, il ne pense pas à détourner. Mais quand vous allez nommer un ministre à 70 ans, un DG à 56 ans, qui n'a pas encore construit, il commence à regarder derrière, et puis qu'est-ce qu'il fait? Il prend cet argent, il va construire, il va faire des immeubles, il va faire autre chose. Et puis, le cycle du détournement continue. Donc, on n'avait pas détourné dans les années 60. On a construit le pays dans les années 60 parce que ceux qui étaient là avaient 30 ans, ils avaient 20 ans, et ils avaient l'intention de durer. Ils avaient l'intention de s'inscrire dans la durée. Mais aujourd'hui, on a coupé complètement l'ascenseur. Et vous voulez qu'avec ça, on continue à faire des supplications? Non, ce n'est pas possible. Il faut aller au contact. Il faut aller à l'affrontement du statu quo qui nous est imposé depuis 4 décennies. Il faut aller à ce contact-là. Et c'est à ce prix-là seulement
que nous serons libres et indépendants. André Jimabou, vous avez souligné quelque chose d'intéressant tout à l'heure concernant Fadimatou Ignao. Vous affirmez qu'elle est illégitime et qu'elle n'en veut plus. Est-ce que vous pensez qu'elle est donc forcément instrumentalisée, que par ricochet, elle n'est pas véritablement ce que le CNJC attend véritablement d'un président ou d'une présidente? Non, pas ce que le CNJC attend. Madame Fadimatou représente des intérêts particuliers, des intérêts du ministre Mounona Futsu, qui entretient ce flou artistique depuis très longtemps, c'est-à-dire depuis 3 ans. Les élections du 1er avril n'étaient qu'un poisson d'avril, les élections de 2018. Nous avons assumé parce qu'on s'est dit qu'il y aurait une assemblée et au cours de cette assemblée, nous allons pouvoir enfin parler à la jeunesse. Mais ça n'a jamais eu lieu pendant 3 ans. Jusqu'à ce que nos textes, puisque les textes prévoient qu'il y ait une assemblée extraordinaire, l'assemblée a été extraordinaire au bout de 3 ans. Comment est-ce que le conseil a été élu? Savez-vous que pour qu'il y ait un budget annuel, c'est l'assemblée générale du conseil qui doit voter le budget du conseil. C'est l'assemblée générale qui doit définir la politique générale du conseil. C'est l'Assemblée générale qui doit valider les comptes annuels du Conseil. C'est l'Assemblée générale qui doit adouber, y compris les élections au sein du Conseil. Il n'y a donc jamais eu d'Assemblée générale depuis 3 ans. Ça ne vous choque pas? Et vous parlez de légitimité et de légalité. De quelle légitimité, de quelle légalité parle-t-on d'un bureau qui a 4 membres, alors qu'il y a des décès qui ont été constatés, consommés, notamment celui du secrétaire général, qui est la cheville ouvrière du Conseil. Il est décédé en 2019. Il fallait donc se rassembler lors du grand dialogue national. Ça n'a pas eu lieu. En 2020, on a laissé passer parce qu'on nous a dit qu'il y avait le coronavirus, il y avait ci, il y avait ça. Et pourtant, on n'est que 60, ça dit qu'on peut bien se tenir. Lorsque l'Assemblée nationale de 180 députés a pu se réunir en 2020, on s'est dit, ben, nous qui ne sommes que 60, on pouvait très bien le faire, que ce soit au palais de congrès, que ce soit n'importe où, on peut le faire même dans un hôtel. Pourquoi ne pas se rassembler? Donc, les 2 tiers de ce bureau, c'est-à-dire de l'Assemblée générale, se sont réunis et ont pris des décisions qui sont nées vers tout, qui sont inattaquables, y compris par un ministre de la République. Alors, voilà le message que la jeunesse a transmis à l'ensemble du monde entier, à la jeunesse, à la presse que vous êtes depuis le 15 mars, et un message qui est inaudible depuis très longtemps, qui a du mal à être perçu, et pour lequel il faut venir se défendre à la télé. Moi, je ne viens pas me défendre à dire que je suis le président du Conseil national de la jeunesse. Je le suis, parce que mes pères, qui m'ont mis à ce poste, le savent, parce que eux tous, ils sont 60. Mais j'attends de voir en face de moi un membre du Conseil assis et me dit que c'est pas vrai. Là, je le croirais. Je ne veux pas que ce soit le journaliste qui me dise sur un plateau de télévision, quand vous allez me convaincre que vous êtes le président. Ce n'est pas la presse qui désigne le président du Conseil. Ce sont les jeunes qui décident du président du Conseil. Ce n'est pas les journalistes qui décident qui est le président du Conseil. C'est les jeunes qui décident qui est le président du Conseil. Et ils l'ont décidé depuis le 15 mars dernier. Donc je n'attendendrai pas que je sois adoubé sur un plateau de télévision. André-Marie, s'il vous plaît, c'est pas ici qu'on va vous adouber. Nous, on est en train de parler d'un fait d'actualité. Là, on est d'accord. Et vous êtes là pour éclairer notre langue. Avant peut-être de continuer, moi je tenais à vous demander où est-ce que vous comptez mener votre combat. Nous sommes dans un état de droit. Absolument. Où est-ce que vous comptez mener votre combat? Est-ce que vous irez, vous allez le continuer du point de vue judiciaire, vous allez continuer comme ça, dans cette sorte de guéguerre, jusqu'à ce que dénouement soit trouvé? Comment est-ce que vous comptez mener votre combat? Nous irons partout où cela sera nécessaire. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse est qu'il n'y a pas de combat en réalité contre qui que ce soit. Nous sommes en train de mener des actions. Au moins pour la vérité ou pour la légitimité? Non, la légitimité acquise et consommée. Il y a juste quelques poches de résistance qui nous restent encore à pacifier. Et c'est notre rôle, nous allons le faire. Nous avons cette énergie, nous avons ce temps, nous avons ce charisme. C'est notre travail, vous comprenez? Et nous allons le faire. Donc ce que je voudrais dire pour répondre à votre question, c'est que je vous ai dit, notre calendrier actuellement, c'est les états généraux de la jeunesse. Pour que toute la jeunesse camerounaise s'asseye, pour qu'elle discute de ses véritables problèmes. Et le véritable problème de la jeunesse, nous l'avons identifié, ce sont les finances. Le véritable problème de l'Afrique, nous l'avons identifié, c'est le financement. Donc, il faut que l'Afrique prenne son destin en main. Il faut que la jeunesse, qui a déjà tout en réalité, finance son développement, finance son envol. Et c'est pourquoi il faut lui remettre les clés du succès. Il faut lui dire la vérité sur la monnaie, il faut lui dire la vérité sur le financement, il faut lui dire la vérité sur les politiques publiques sectorielles. Savez-vous par exemple que le document de stratégie nationale 2020-2030 a été élaboré sans le Conseil national de la jeunesse, et que tous ceux qui sont là aujourd'hui ne seront peut-être pas là en 2030, c'est nous qui serons là en 2030. Mais comment peut-on définir des politiques sectorielles, c'est-à-dire la boussole de notre nation, celle qui va impulser le développement de tous les secteurs de notre pays, sans que le Conseil national, y compris celui de Mme Iyawa, ait été consulté? Non, je trouve que c'est choquant, et nous devons en parler. Vous dites que jusqu'où nous irons n'importe où cela sera nécessaire. D'ailleurs, nous avons introduit auprès du chef de l'État un arbitrage pour que nous soyons, le Conseil soit
c'est-à-dire que les financements du Conseil qui est aujourd'hui, parce que c'est ça le seul problème en réalité, c'est-à-dire que nos comptes qui sont logés au niveau de la Caisse autonome d'amortissement sont bloqués depuis un certain temps. C'est-à-dire que le président de l'Assemblée générale n'a pas accès aux comptes du Conseil, c'est un problème, qui sont soumis à la signature préalable du ministre de la Jeunesse. Vous comprenez ça? C'est un problème et ça ne peut pas durer comme ça parce que nous devons prendre nos responsabilités de dénoncer cela et nous irons partout où cela sera nécessaire parce que tout retrait de fonds à partir de ce moment est constitué comme un détournement de deniers publics par nous. Donc nous saisirons les autorités s'il le faut, mais pas la jeunesse parce que nous sommes gênés de pouvoir nous opposer à la jeunesse. Nous allons vivre combien d'années? La Bible dit que les plus robustes d'entre nous vivront jusqu'à 80 ans. Vous pensez qu'on va se détester pendant 50 ans? En tout cas, moi, je n'ai pas cette énergie-là. Vous comprenez? Mon énergie, c'est pour développer. Je n'ai pas une énergie à détester quelqu'un 40 ans, 30 ans. On va vivre encore longtemps. On sera là. Mais ils ne seront plus là. Mais on doit arrêter, nous les jeunes, de nous mettre des bâtons dans les roues, de nous opposer les uns aux autres, de nous jalouser entre nous. Ça ne donne pas. Et puis, c'est cette jalousie-là qui n'est même pas dans l'ADN de notre pays, parce que ce pays a connu des personnes brillantes. Les Oumniobé, c'était des génies. Les NS Wandé, c'était des génies. Donc, nous, comment il s'appelle? Amadou Ahidjo, le premier président, il avait 30 ans quand il entre au Parlement. C'est des génies. Le président de la République actuelle, Paul Biya, il avait 26 ans quand il était ministre chargé de mission. C'est des génies. Donc, je ne pense pas que le cycle des génies se soit subitement arrêté au Cameroun. Au point, on ne peut plus avoir des génies qui soient ministres à 25 ans. C'est faux. Donc, je pense simplement qu'il y a une interprétation qui est faite de la situation politique que les jeunes vivent en ce moment et qui est instrumentalisée, qui est même dramatisée par des officines qui ont les moyens, parce qu'eux, ils s'entendent. Hein, quand ils ont fini de se tirer sur les plateaux de télévision, ils s'entendent. Mais nous, les jeunes là, quand on dit qu'on ne parle pas à quelqu'un, on ne lui dit même pas bonjour, on le bloque sur les groupes WhatsApp, on fait ci, on fait ça. Non, il faut que cela change. Et c'est ce discours que moi, je tiendrai partout où j'irai. Chaque fois que les médias m'inviteront, je serai là pour tenir ce discours de rassemblement de la jeunesse et leur dire que l'heure n'est plus à la division, l'heure n'est plus aux dissensions internes, l'heure n'est plus aux querelles de leadership. Ça n'existe pas. Chacun sait ce que chacun vaut, y compris au sein de ce conseil. Chacun sait quelle est la valeur de qui. Et moi, je sais, j'ai l'humilité, la faiblesse de penser que le conseil ne peut se construire qu'avec tout le monde. Le conseil ne peut se construire qu'en conjuguant les efforts et les forces des uns et des autres. Parce que ce n'est qu'ensemble qu'on est plus fort. Donc, inutile, ça va de soi. C'est vrai que ce qui va de soi va mieux en 10 ans. Ça va de soi pour moi que la jeunesse doit se réunir et la jeunesse doit travailler. Absolument. Et si on est ensemble, on ira plus loin. Absolument. Cédric Diongo, vous souhaitez réagir très rapidement? Non, vous savez, moi je connais M. Dibamou un peu avant et moi j'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'il fait, pour la fougue avec laquelle il défend ses idées. Et je l'ai dit tout à l'heure, vraiment, c'était pas qu'une introduction, c'est aussi parce que je le pensais. Absolument. C'est objectif. Effectivement, c'est objectif dans ses prises d'opposition et dans la manière de défendre, la manière d'argumenter, la manière de pouvoir se constituer en porte-voix de tout un peuple, de toute une jeunesse. On peut être qu'admiratif de cela. Je suis quand même un peu déçu parce que il a tenu une position tout à l'heure qui me donne envie de prendre une carte dans ses rangs. Laquelle, Cédric Diongo? Mais après, je suis un peu mitigé parce qu'il cite des personnes comme Robin Oumniobé. Il aime Abdoulaye Wade beaucoup. Et il cite des références. Mais lui, quand il a besoin d'argent pour développer le Cameroun, la première destination qu'il prend, c'est la France. Moi, j'ai envie de comprendre quand même la logique de sa démarche. J'aurais plutôt voulu, j'aurais souhaité peut-être que ce soit un développement endogène que l'on prônait, comme le prônait, on les appelle les pères fondateurs. Moi, je continue à les appeler ainsi, un développement endogène par nous-mêmes, parce que nous avons la capacité ici, en tant que jeunes, justement, et Camerounais aussi, de pouvoir créer de la valeur ajoutée, créer de la richesse, parce que c'est de ça qu'on a le plus besoin aujourd'hui. Je veux dire que si tous les débats qu'on a sur la question de l'emploi des jeunes et tout, la formation et tout, c'est tout simplement parce que on vit dans un pays qui ne parvient pas à subvenir à ses besoins et on se retrouve en permanence en besoin d'importer. Et plus on importe, plus c'est notre force de travail qui est en train d'être exportée vers l'étranger. Moi, je me serais attendu qu'un président du Conseil national de la jeunesse ait cette posture-là. Cette posture de dire, écoutez, nous sommes africains, on va penser en développement à partir de l'Afrique, on va mettre sur pied des petits projets, parce qu'après on va retomber sur le plan de son bilan à lui. Oui, il revendique la présidence depuis mars
2021. Bon, il faut qu'on essaie déjà d'évaluer qu'est-ce qu'il a fait concrètement sur le terrain. Donc moi, je suis un peu gêné par cette démarche-là. Je suis un peu gêné, je tenais à lui signifier cela. Je peux vous cela. répondre. Hein. Absolument. André Dibon. Voilà. Donc, est-ce que vous ne pensez pas le développement de la jeunesse camerounaise africaine par le Cameroun? Je pense même plus que cela. Je pense que le développement de la jeunesse ne peut se faire que par la jeunesse et que le développement du Cameroun ne peut se faire que par le Cameroun. Oui, parce qu'en réalité, les autres ne vous aident pas, les autres ne vous développent pas. Ils essaient simplement, dans les relations internationales, c'est devenu la palissade de se développer, de chercher leurs intérêts. C'est une question d'intérêt. D'accord. Donc, voilà la réalité. Donc, pour répondre à votre question, je vais vous poser une autre question. Vous connaissez un seul chef d'État africain, un seul État qui, pour son développement, ne se tourne pas vers la France? Donnez-moi un nom. André Dibamo, sans doute avant ça n'existe pas. Vous savez d'où est fabriquée notre monnaie? La monnaie camerounaise, elle vient de la France. Oui. Donc je veux dire que c'est un combat... C'est quoi votre projet? C'est quoi votre projet? Pardon? Absolument. Avant de prendre bien sûr la question de Cédric Diongo qui essaie de comprendre quel est le projet, on va dire en travaillant avec la France, vous avez effectivement parlé des relations internationales. On sait bien que dans les relations internationales, c'est du donnant-donner. Qu'est-ce que vous, à travers le CNJC, vous allez offrir également à la France qui, selon vos propos, décideront bien sûr d'investir quelques fonds dans cet organe? Bah, écoutez, peut-être que nous ne sommes pas dans la même logique. Vous êtes dans le donnant. Moi, ce n'est pas une relation d'État à État, c'est une relation entre un État et une société civile. Donc, ce que nous leur donnons, c'est ce qu'ils attendent dans le cadre de leur relation, c'est-à-dire dans leur soft power. Ils ont besoin d'une jeunesse qui est autonome, qui est dynamique, parce que, vous savez, c'est un jeune frère qui le disait, et je suis d'accord avec lui, que le jour où les États africains seront développés, surtout les États francophones, la France deviendra la première puissance mondiale. Et la France a commencé à comprendre ça, qu'elle n'a plus intérêt à freiner le développement de l'Afrique. Il faut lâcher l'Afrique se développer. Et lorsque l'Afrique va se développer, c'est la France qui va se développer. Et c'est un discours, c'est un plaidoyer que nos aînés n'ont pas pu tenir. Mais nous avons le courage de parler avec des présidents français de tu à toi. Vous comprenez, vous avez vu ce qui s'est passé au sommet, ça n'a jamais existé, même entre des chefs d'État. Vous voyez que nous, on est courageux et nous, on va à l'affrontement parce qu'on n'a pas peur de l'affrontement, vous comprenez? Donc, on a en échange un monde qui sera plus juste et un monde qui sera plus équitable. Parce que, figurez-vous qu'aucune nation dans ce monde ne peut dissocier son développement et son destin personnel du destin du commun et de la communauté. Parce que nous avons un destin qui est finalement lié. Nous parlions tout à l'heure des vaccins. Vous savez pourquoi les puissances internationales nous octroient des vaccins gratuitement? C'est parce qu'on sait que la destinée de notre humanité, les enjeux de notre humanité aujourd'hui, c'est la survie de notre espèce. Et notre espèce est en danger, notre espèce humaine est en voie de disparition, si tant est que nous sommes encore des humains. Vous comprenez? Et tous les moyens sont permis, tous les moyens sont bons pour sauvegarder l'espèce humaine. C'est pourquoi la solidarité mondiale, la solidarité internationale ne peut qu'être plus grandissante au XXIe siècle. Et nous, encore les jeunes qui avons vécu, nous sommes des millénials, nous avons une particularité, c'est que nous sommes ouverts au monde. Nous avons des bibliothèques dans notre téléphone, alors que nos prédécesseurs, nos devanciers avaient besoin d'aller s'enfermer dans les maisons, dans les grosses bibliothèques. Nous avons accès à ces connaissances à partir de notre téléphone. Nous pouvons nous déplacer dans le monde entier plus facilement et plus rapidement. Nous pouvons être ce matin à Douala et le lendemain à Bafoussam, et après à Douala, à Yaoundé, à Maroua, à Garoua aussi rapidement. Donc, ce que nous allons apporter, c'est un monde plus intégré. Alors, pour le financement... Ça fait 60 ans, un peu plus de 60 ans qu'on y est dans cette mondialisation. Non, la mondialisation, peut-être dans le sens... Ok, je vous comprends. Vous êtes pessimiste? Non, je ne suis pas pessimiste. Je dis que... Très bien. Qu'est-ce que... Très bien. Non, quelle est la formule? Peut-être pour essayer d'égayer la question de Cédric Diongo. Quelle est la formule que cette fois-ci on met en jeu pour rassurer du moins les personnes qui ont eu à écouter ce discours depuis 60 ans? C'est qu'en réalité, le vase communicant qui servait de courroie de transmission entre le développement ou l'aide au développement qui vient de l'Afrique et la base de la pyramide qui est la population, désormais est complètement libéré de toute pesanteur d'ordre procédural, des pesanteurs d'ordre politique, etc. Désormais, le développement part immédiatement de la France et atterrit chez la population, notamment grâce à Internet. Désormais, le jeune de Boya peut travailler et gagner son argent au Bangladesh sans avoir besoin des barrières douanières, des barrières, je sais pas moi, d'ordre géographique. Donc, il peut briser toute cette barrière-là et être utile à son pays
pays à partir de, en fait, utile à la France à partir du Cameroun. Voilà la nouvelle stratégie qui n'existait pas avant. Il n'y a plus de barrières. Donc, vous ne pouvez pas aujourd'hui utiliser les échecs d'hier ou le souvenir des échecs d'hier pour bloquer les rêves de demain. C'est de ces échecs-là, je pense qu'on apprend. J'ai dit ceci. Il y a un dicton qui dit qu'on apprend de ses erreurs. Justement, Je veux dire les erreurs de nos dévanciers d'hier ne doivent pas freiner le rêve et le destin de demain. Vous comprenez ce que je veux dire? Auquel cas, on arrête de vivre. Et le monde s'arrête là? Non, le monde doit continuer. Et nous sommes vivants. Vous savez pourquoi? Nous sommes les survivants du coronavirus qui a tué plusieurs millions d'humains dans le monde entier. Ça veut dire qu'on a un destin commun. Ça veut dire qu'on a une mission à accomplir. Donc, nous devons nous rendre compte de notre mission et nous devons l'accomplir. Avant d'aller dans cette j'allais dire, dans cette mondialisation vers laquelle M. Dibamou veut nous pousser, il faut d'abord qu'on ait des bases solides sur lesquelles on peut s'appuyer pour... comme garantie. Je pourrais également vous dire que ça fait 200 ans que vous n'avez pas pu vous faire des bases solides. Oui, mais... On est pays depuis 1884. Donc, au lieu d'en faire, on continue d'aller sur un terrain glissant. Ce que nous faisons maintenant, c'est qu'on avance en donnant tout ce qu'on peut. Nous faisons mieux que que d'avoir des bases, parce que ces bases existent déjà, monsieur le journaliste. Nous avons déjà des bases solides. Nous avons déjà une économie solide. Comment on a fait pour résister à la Covid? Comment on a fait? Parce qu'on a une population qui est résiliente. Le président de la République avait demandé qu'on importe, il avait autorisé l'importation d'une centaine de milliers de sacs de riz. Alors qu'on peut en produire. Pour qu'on évite, n'est-ce pas, que l'on se trouve dans une situation de pénurie. Vous voyez que malgré tout cela, les Camerounais sont vivants. Oui, mais parce qu'effectivement, ils ont mangé du riz importé. Pourquoi ils sont vivants? Ce que moi j'ai envie de vous dire, c'est que le discours que vous devez tenir, c'est que, écoutez, à la place du riz importé, il faudrait qu'on produise. Et c'est à partir du moment où on aura dans notre esprit d'abord de produits pour satisfaire toute la demande locale. Et après, écoutez, si on peut s'auto-satisfaire, autant mieux faire d'abord cela avant de penser à... Pour produire localement, on a besoin des 1000 milliards du fonds de solidarité. Nous allons donc chercher cet argent au marché international. Nous venons financer la production locale. Ça vous suffit? Pas du tout. Alors, on va évoluer rapidement en prenant bien sûr l'avis de Steve Anisendo, qui, je vous ai vu prendre quelques notes depuis cet échange, bien évidemment concernant André Dibamou, concernant ce financement qui pourrait, selon ses dires, faire évoluer les choses qui stagnent depuis un moment. Alors, peut-être ce qu'il faudrait souligner ici, c'est que tout ne sera pas aussi rose. À moins, c'est vrai qu'en l'écoutant, M. Dibamou essaye de nous dresser un plateau, une image assez belle. Il voit la vie en rose sur un nez d'accordéon. La première des choses, peut-être, c'est que les échanges se font généralement d'État à État. Ça veut dire que même ces financements de la France, de la République française, il est possible que vous ne les ayez même plus. Pour une seule raison. C'est que la première des choses, c'est qu'on ne trouve pas cette symbiose-là entre l'État du Cameroun et l'organisation que vous présidez, par exemple, et le CNJC. Et est-ce que vous ne vous dites pas que quelque part, cela peut vous poser problème? Ça, c'est la première des choses. Donc, je voudrais véritablement que vous me répondiez là-dessus. Est-ce que vous vous dites que vous pouvez encore avoir ces financements-là si les Français se rendent même compte que vous et ceux qui ont la charge et vos tutelles de toute façon, parce que jusqu'ici on n'a pas encore changé, la loi dessus n'a pas encore changé de toute façon. Donc, est-ce qu'il est clair, est-ce que vous avez la certitude que vous aurez ces financements-là? Même dans ces situations où c'est un peu délicat entre vous et le MINJEC. Bon, ok. Vous avez tout fait pour mettre le MINJEC dans la question? Non. Je réponds sur le financement. Et je vous dis tout de suite que la République du Cameroun, c'est pas que le MINJEC. Hein. Vous savez, le MINJEC, il y a quelques années, n'existait pas. Le gouvernement, il était complet. Il y avait un ministère des Sports et de la Jeunesse, vous voyez. Et comment vous comptez esquiver dans le MINJEC? On peut très bien se passer du MINJEC et le ramener à un ministère des Sports et de la Jeunesse. Pourquoi sans que cela, parce que simplement, vous voyez, il y a la jeunesse, il y a un conseil qui doit jouer un rôle. Et que le MINJEC se constitue en président de l'Assemblée Générale du Conseil. Pourquoi vous voulez que j'applaudisse des deux mains? Parce qu'il a les comptes bancaires du CNJC. Je dois applaudir. Parce qu'il bloque les projets du CNJC. Je dois applaudir? Non.
Mais non, non, il est de trop. Il est un caillou dans la chaussure de la jeunesse. Comment vous comptez faire sans eux? Donc, pas sans eux. Et mettre un membre du gouvernement et estimer que c'est tout le gouvernement qui est comme ça, je vais vous dire que même au sein de ce gouvernement, le Conseil national de la jeunesse que je dirige a des soutiens importants de la première personnalité de ce pays, qui est le chef de l'État. Vous comprenez? Et ça me suffit. Donc, je n'ai pas besoin que ce soit un membre du gouvernement qui plus est le ministre de la Jeunesse qui vienne adouber les actions du Conseil. Mais non, vous avez dit que les financements se faisaient d'État à État. Ce n'est plus vrai depuis Macron. Pas uniquement, mais voilà, dans la plupart des cas, vous comprenez, il faudrait que vous ayez une légitimité de la part du gouvernement. Vous saviez, il y a un an, qu'on pouvait tenir un sommet. On parle d'un sommet. Un sommet veut dire que c'est des chefs d'État qui vont à des sommets. Oui. Donc, moi, j'étais au sommet pour représenter l'État du Cameroun. Vous comprenez ce que ça veut dire? Voilà, donc il faut qu'on soit clair. Au nom du Conseil, mon invitation porte le nom Conseil national de la jeunesse du Cameroun. Donc comment vous pouvez dissocier ma présence là-bas de la présence de l'État là-bas? Comment vous faites ça? Non, l'État c'est moi, l'État c'est vous, l'État c'est nous. Ne dites pas qu'on est contre l'État. L'État de France, c'est que je représentais l'État du Cameroun et que de facto, j'étais l'État du Cameroun, j'étais la République du Cameroun à ce sommet. Donc c'est de ça qu'il est question. Donc une fois qu'on l'a dit, on peut ajouter en disant que désormais on ne finance plus que les États. On finance directement les acteurs, on finance des associations parce qu'on s'est rendu compte que le financement qui passait par les États n'arrivait pas aux acteurs. Donc il faut financer les acteurs, il faut financer directement les projets, il faut financer directement la jeunesse. C'est pourquoi nous mettons sur pied le fonds de solidarité jeune de 1000 milliards. Parce que désormais, la jeunesse pourra se prendre en charge, elle pourra se développer. On parlait tout à l'heure des politiques sectorielles agricoles, par exemple, d'autosuffisance alimentaire. Vous savez que c'est la jeunesse qui constitue la plus grosse main-d'œuvre agricole de ce pays. C'est la jeunesse qui doit travailler. Donc on peut mettre sur pied des agropoles, des grands agropoles, mais il faut les financer, vous comprenez? On ne doit plus faire l'agriculture comme nos parents ont fait l'agriculture. Donc on doit passer à l'agriculture de seconde génération. C'est ce que disait le président de la République dans tous ses discours. Mais on est même en retard parce que les autres sont passés à la 3e génération, c'est-à-dire qu'ils transforment tout sur place et puis tous les produits localement sont irrigués ou bien circulent dans le marché local. Donc il faut qu'on crée des agropoles, des grands agropoles, des industries localement, des industries agricoles. Moi je pense comme le président de la République que l'avenir de notre pays est dans l'agriculture. Mais quelle agriculture? C'est pas l'agriculture qui va essouffler la jeunesse, c'est pas l'agriculture qui va amocher la jeunesse, l'agriculture qu'on fait avec la houe et la machette. Non, il s'agit désormais d'utiliser les terres fertiles du Mbam. Quand vous allez sur les routes de l'Ouest, vous voyez cette plaine-là, après le fleuve de la Sanaga, qui est inexploité, qui peut être un vivier important de l'économie. Donc, on peut développer à partir du Mbam une agriculture qui fait nourrir tout le pays. Je suis d'accord, mais André-Marie, non, je fais un petit commentaire. Je fais un petit commentaire pour dire qu'André-Marie est jeune et moi je constate qu'il n'a de référence que de vieux. C'est-à-dire qu'il parle de Paul Biya, qu'il admire beaucoup. Moi, j'aurais aimé qu'il se positionne autrement. Peut-être qu'il nous dise, qu'il nous prenne l'exemple de quelqu'un d'autre. Oui, et peut-être pour te suivre. Voilà. J'ai une autre question. Il est jeune, il veut que la jeunesse prenne le pouvoir, mais il est admiratif des Abdoulaye Wade, des Paul Biya. Moi, j'ai même une autre question. Ça veut dire, dans tous les bords, ça veut dire aussi bien celui de... Selon vous, la ex-présidente du CNJC et vous, selon tous les bords, vous avez la prétention de défendre, et ça peut être vrai, de défendre la jeunesse camerounaise. Est-ce qu'à un moment donné, vous ne vous êtes pas assis à deux et vous avez essayé de discuter et vous dire qu'à la réalité, l'intérêt supérieur, c'est la jeunesse camerounaise et pas vous deux? Est-ce que vous vous êtes assis ou chacun a décidé de mener son combat dans son bord? André-Marie Dibamous, vous allez sans doute répondre à cette question juste après, le temps de marquer une légère transition pour vous permettre bien sûr de profiter également de notre compagnie. Je rappelle que dans quelques minutes, on aura la chance de recevoir Marina pour parler un peu de sport et vous reviendrez sans doute sur cette question. Le temps de rappeler également qu'il est 18h passé de 29 minutes au Cameroun. Transition musicale juste derrière pour la suite. Tu n'étais rien, oh, tu n'étais rien. Les gens se moquaient de toi, oh, que tu vaux rien. Mais quelqu'un a cru en toi, bien que tu n'avais rien. Il t'a encouragé pour affronter la vie. Alléluia, Dieu a exaucé tes prières.
tu as percé, on te compte parmi les premiers. Ceux qui te découragèrent viennent te conseiller, te disent de choisir avec qui marcher. C'est vrai, il y a des réussites qui imposent certaines compagnies, mais dis-toi bien que toi seul sais d'où tu viens, mon ami. Il serait regrettable que tu quittes de 0 à héros pour devenir moins qu'un zéro. Je te dis, mon ami, oh, quand le bon Dieu te bénit, oh, toi il se missait, après il se retourne pour bénir les autres. Il n'y a pas que toi sur terre. Et si tu gères mal, non, n'oublie pas mon ami. Oh, n'oublie pas yo. Que tes vrais amis c'est ceux qui te critiquent pour t'aider à t'améliorer, pas ceux qui applaudissent tes bêtises juste pour te noyer. Mon ami, ne suite pas le Ben Sikina, parce que tu as acheté le Ouma. Un jour les embouteillages peuvent te coincer et la moto pourrait te dépanner. N'oublie pas yo. La main sale qui te relève quand tu es tombé est plus importante que les 1000 mains en or qui applaudissent ton succès. Oh, moi j'étais malade, les médecins disent sans intervention chirurgicale, je ne pouvais plus chanter, j'ai déprimé sans désespérer. Docteur Andjok Yves. Et quelqu'un m'a dit, Gislaine Timaye, ton problème c'est le mien. Il m'a épaulé, on m'a opéré. Aujourd'hui, je peux chanter pour vous. Napion Maurice, Oswald Baboke, je te dis merci. Et jamais, jamais, au grand jamais, je ne t'oublierai. C'est pourquoi mon ami, si tu as eu la chance de quitter la galère, oh, n'oublie pas ceux qui t'ont aidé le jour de ta chute. Tu peux les rencontrer, tant pis si tu as mal géré. N'oublie pas ton garba, parce que tu manques déjà le hamburger. Non, ne forget pas le sauveteur, parce que tu t'habilles chez Zach Fashion. Mon ami, n'abandonne pas tes enfants d'Afrique, parce que tu as couché déjà les métis. Non, ne méprise pas tes parents, parce que tu as beaucoup d'argent, ça te rend insolent. Yeah, Babo Marie-Thérèse, ne forget pas la Bayam Salam, tu manges foutu. Le DJ de la S-Mix, parce qu'on te joue à parier. Le tapioca, le beignet Adigo, le carreau distributeur, animateur radio. Le partenaire qui t'a supporté dans la galère, Eric Tchakat, Serge Yebeye, Mola System, Eli Alarm Namtoli, Rigo Berson, Daouda Fraya, Photo. C'est vrai qu'il faut savoir dire merci sans oublier le plus important, toujours rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. On n'oublie pas Jojo de la capitale. De retour donc sur ce plateau à l'instant après avoir écouté cette magnifique chanson, n'est-ce pas, de Gislaine Timaye, à qui nous passons le bonsoir, bien évidemment. On revient avec vous, André Marie Dibamou. Vous avez écouté cette question de notre très cher Steve Anissé. Nos réactions très rapides avant d'aller retrouver Marina. Alors, nous avons, est-ce que la question était de savoir si nous parlons, Fadimatou et moi, sur les questions qui concernent la jeunesse. Disons que nous, à notre niveau, nous avons multiplié des appels à la paix. Nous avons tendu la main plusieurs fois. Les États généraux de décembre prochain, c'est l'occasion de s'asseoir avec le ministre de la Jeunesse, avec Fadimatou, avec tout le monde, pour qu'on essaie de résoudre nos problèmes en profondeur. Donc pour l'instant, nous sommes engagés vers cette logique-là, vers cette logique de pacification. Nous pensons très sincèrement que aujourd'hui, le train a quitté la gare, nous sommes en train d'aller et que nous pouvons nous arrêter pour prendre qui
que ce soir, nous sommes prêts, nous sommes ouverts au dialogue. D'ailleurs, je le dis en regardant vos caméras, en disant, nous appelons Madame Fadimatou à rejoindre l'Assemblée générale pour qu'on essaie de discuter et de cesser cette guerre qui n'a que trop duré, parce qu'en réalité, c'est une guerre de communication, c'est des communiqués par-ci, et qui n'honore finalement pas la jeunesse, parce que la jeunesse doit parler d'une même voix, elle doit être unie, si tant est qu'elle veut s'inscrire dans la transition générationnelle que le chef de l'État appelle de tous ses voeux. Absolument, elle recevra cette invitation, je vous le garantis. Alors, je vous sais également très fan de sport, et sur ce plateau, nous avons Marina, Marina Kovina, qui nous retrouve bien évidemment pour parler de sport. Marina, merci de revenir une fois de plus. Vous avez écouté André Mariziba Mouamo, sans doute, avant d'entrer dans le sport proprement dit. Alors, il s'est prononcé comme étant président du CNJC. Je me rappelle à une époque, on le traitait un peu de fauteur de troubles. Au sein de cette instance, c'est tout simplement pour dire qu'on souhaiterait que la paix revienne au sein de cette structure, qui, ma foi, peut apporter un plus à notre jeunesse qui en a grand besoin. Absolument, notre jeunesse qui a grand besoin effectivement que les choses avancent, et ça tombe bien, on s'intéresse cette fois-ci aux questions de sport. Marina, on parle ce soir de l'accord cadre entre la CAF et la FECAFOOT. Que faut-il retenir? Il faut tout simplement retenir que la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football au masculin se déroulera bien et bien au Cameroun dès le 9 janvier 2022. L'accord cadre a été signé vendredi 22 octobre du côté du Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé en présence de plusieurs autorités. On avait le ministre de la Communication, on avait le ministre, on avait plusieurs personnalités, voilà, pour ne pas toutes les citer. Et cet accord cadre a donc été signé pour tout simplement encadrer cette compétition. Sans l'accord cadre, on pouvait toujours avoir ces allégations comme quoi la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021 pouvait glisser et se retourner du côté vers d'autres pays. Il faudrait... Tu n'étais rien. Augustin Senghor, premier vice-président de la Confédération africaine de football, qui a paraphé le document pour le compte de l'instance fêtière qui gère le football africain. Seydou Bombonjoya a signé en tant que président par intérim de la Fédération camerounaise de football. Et puis, on a le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mouele-Kombi, qui a paraphé cet accord cadre en sa qualité, voilà, en sa qualité du président du comité d'organisation locale de la CAN 2021. Tout est donc clair, le Cameroun tient sa CAN. Tant que cet accord cadre n'était pas signé, on pouvait toujours avoir ces multiples allégations. Je rappelle donc que l'accord cadre a été signé bien par les mains de Seydou Mbombo-Djoya. Très rapidement, Marina, est-ce que, au vu effectivement de la complexité qu'il existe au niveau également de la légitimité de Seydou Mbombo-Djoya, est-ce qu'on peut craindre effectivement qu'il y aura peut-être péril sur l'organisation de cette CAN? Qu'est-ce qui peut en découler véritablement de cette signature? Rien du tout, Dad Kevin. L'État du Cameroun est derrière on va dire, Seydou Mbombo-Djoya, entre guillemets. L'État du Cameroun ne souhaite pas qu'il y ait des problèmes durant cette compétition qui va permettre au Cameroun non seulement de se vendre sur le plan international, d'attirer des touristes ici au Cameroun. Donc c'est pour simplement dire que l'État du Cameroun ne veut pas qu'il y ait d'autres problèmes au sein de cette fédération. C'est la raison pour laquelle tous les communiqués de l'Assemblée générale de 2009, on le sait, qui s'est dit être au pouvoir au niveau de cette fédération du football camerounais. Ces différentes communications ne peuvent pas aboutir. Seydou Mbombo-Djoya est là. Il a été positionné à ce niveau par la FIFA. Il faudrait le dire, c'est la FIFA qui a nommé Seydou Mbombo-Djoya comme président par intérim de la FECAFOOT après que le tribunal arbitral du sport ait justement invalidé son élection de 2018. Il est toujours aux affaires et son mandat prendra fin entre guillemets lorsque on élira le prochain président de la FECAFOOT, l'élection qui aura lieu le 31 décembre. Mais il y a toujours ce questionnement-là. Est-ce que ces élections auront lieu? Parce qu'on se dirige toujours vers d'autres problèmes, vers une élection biaisée, avec le problème de binationalité que vous connaissez, avec Samuel Eto'o-Fils et tous ces autres anciens lions indomptables dont on n'est pas encore sorti de l'auberge dans cette affaire.
J'aimerais bien avoir votre avis, hein, André Dibamou, sur cette question. Je vous sais jaloux donc de l'image du Cameroun à l'international. Êtes-vous finalement rassuré vis-à-vis de cette signature de l'accord cadre entre la CAF et la FECAFOOT? La seule chose qui me rassure, c'est que effectivement le Cameroun aura sa CAN. C'est une CAN que nous attendons depuis 2019 et qui nous a glissé entre les mains déjà 2 ans. Donc je pense que nous sommes sereins, les choses vont se mettre progressivement en ordre, en bon ordre, pour que effectivement les Camerounais, peut-être que c'est avec la CAN qu'on essaiera de trouver une solution à tous nos problèmes. On en a tellement. Vous voyez, il y a des problèmes au sein du Conseil, il y a des problèmes au nord-ouest, il y a des problèmes au sud-ouest. Enfin, la CAN, vous savez, c'est le sport, c'est le football, c'est notre sport roi. C'est autour du foot qu'on oublie parfois nos dissensions, on oublie nos querelles. On est tous derrière les Lions. Et voilà, vivement que cette CAN nous arrive très prochainement. Parce que vraiment, on en a marre de toutes ces tensions. On veut se divertir un peu. Absolument. On a envie de tout. Bien évidemment, Cédric Diongo, sans doute un mot avant de raccompagner Marina. On peut le dire, le sport comme catalyseur de paix au Cameroun. Est-ce que finalement, cette signature également vous conforte? Est-ce que vous craignez pour les élections qui se tiendront en décembre avec la question de la binationalité, comme l'a souligné Marina? Bon, écoutez, si on est Camerounais, on est fiers qu'on puisse organiser cette Coupe d'Afrique. Parce que il y a quelque chose dans le sport, dans le football en particulier, qui réunit les Camerounais. Vous savez, en 2017, je crois qu'il y a eu une CAN en 2017, et en cette année, 1 an plus tôt, il y avait les débuts de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il y avait des personnes qui commençaient à revendiquer. Vous savez exactement ce qui s'est passé. Je veux dire que avant qu'on aboutisse à la situation qu'on vit aujourd'hui, c'était encore des guerres et puis il y avait des personnes qui revendiquaient déjà la sécession. Mais il y a eu la Coupe d'Afrique des Nations et le Cameroun a remporté cette CAN. Et on a vu les personnes, même de l'autre bord, qui se revendiquaient dans notre pays, en train de fêter la victoire des Lions. Ça veut dire que il faut faire une lecture claire de cela pour comprendre effectivement que la nation camerounaise, parce que la nation est un sentiment d'appartenance à une communauté. Absolument. Alors, tous, on a ce ressenti, cette proximité avec notre communauté qui fait que malgré nos divergences, hein, vous avez vu, André Maria dit tout à l'heure, c'est une CNJC et un peu de partout, on en a un peu marre, on a besoin de cette Coupe d'Afrique des Nations là, au terme de laquelle il faudra peut-être s'asseoir et essayer de tracer un bilan. Parce que moi, quand la CAN démarrait, on nous avait promis un complexe à Olembe. Oui. Là, je n'ai pas encore vu le complexe, je n'ai pas encore vu les hôtels. J'ai vu un stade, on est content du stade, mais n'oublions pas qu'on nous avait promis un complexe. N'oublions pas qu'il y a une élection à la Fédération camerounaise de football, parce qu'il y a une décision, un communiqué dans... Je ne suis pas beaucoup les questions de sport. Absolument. Mais il y a une plainte qui a été déposée au niveau du tribunal arbitral du sport pour invalider la décision, je veux dire, l'acte de Seydou Bombo Dioya. On ne sait pas trop où ça va nous mener, mais je veux dire que c'est des problèmes pour lesquels on aurait quand même pu anticiper pour éviter de se retrouver dans ce... Mais vivement la CAN, vivement cette grande fête de football. Vivement la CAN. Je vous ai également très fan de sport, Cédric Diongo, au vu effectivement de vos statuts qui en disent long hein, concernant les fans, ou du moins les supporters de Cristiano Ronaldo. Je n'en dirai pas plus. Merci beaucoup Marina d'être passée ce soir. Merci à vous d'être. Je vous retrouve sans doute demain pour le même exercice. On va donc prendre une transition pour poursuivre bien évidemment ce programme. Je rappelle qu'on aura sans doute à faire très rapidement le tour de table pour avoir quelques questions essentielles à l'endroit de notre invité central ce soir qui est André-Marie Dibamou sur des questions effectivement qui nous permettent de comprendre un petit peu le monde et bien de l'univers, la galaxie du CNJC. Transition essentielle pour recevoir, pour réinstaller une fois de plus Steve Anisendo tout de suite. Alors de retour sur ce plateau à l'instant, je rappelle que Steve Anisendo nous a bien évidemment retrouvé. Vous avez écouté bien évidemment cette réponse de André Marie Dibamou sur cette question au niveau donc des fédérations des énergies pour faire avancer les choses. Alors c'est vrai qu'on avoisine déjà la fin de ce programme. Sans doute une autre réaction, une autre intervention avant bien évidemment de passer à celle de Cédric Diongo. Oui, j'ai écouté sa réponse
Mais maintenant, il faudrait bien, comme je l'ai dit pour le sujet des passeports, que des paroles soient souvent suivies d'actes. Parce que, après, à quoi ça sert? À quoi ça sert de dire nous sommes bien, on s'entend, on s'écrit, mais sur la place publique, ce n'est pas ce qu'on ressent. C'est ça le problème en fait. C'est-à-dire qu'après les jeunes s'asseyent, ils se disent, comme au quartier, ils ne sont même pas encore arrivés en haut, ils ont déjà commencé comme ça. Du coup, on a envie de presque donner raison à ceux qui sont encore là. À l'oligarchie. À l'oligarchie, à la gérontocratie et tout ce qu'on veut. Parce que on se dit, les jeunes sont encore là en bas. Ce ne sont pas... Moi, j'ai eu à lire les statuts du CNJC avant d'arriver. Mais tout est pratiquement sous ordre, cadenassé. Donc, à la réalité, ils ne peuvent même pas se mouvoir comme ils veulent. Donc, c'est encore un endroit qui est assez encadré, pour être honnête. Et on se dit, s'ils sont là, et on constate déjà des guéguerres, ça peut être de votre ressort, de madame de l'ex-présidente. Toujours est-il qu'il y a une situation qui n'est pas encourageable, qui n'est pas encourageante. Qui ne rassure pas. Parce qu'après, il y a la guerre. C'est un peu comme avec les musiciens. Les autres se battent là-bas, ils prennent de l'argent, mais les artistes musiciens continuent à croupir dans la misère. C'est la même chose avec la FECAFOOT, par exemple. Les footballeurs ne bouffent rien, ils n'ont rien, ils croupissent dans la misère. Il y a des gars qui se battent là en haut. Et je suis désolé, et j'ai l'impression que c'est vers où on est en train d'aller. Ça n'a été créé qu'en 2009, et en 2021, on a déjà ce type de problème. C'est un peu inquiétant. Un peu inquiétant. André-Marie Debamou, réaction vis-à-vis de cette inquiétude de Steve? Elle est légitime, parce que c'est l'image, malheureusement, que nous avons envoyée depuis la première présidence avec Abdourazak, Afessim Bafor. Le Conseil a toujours eu, en fin de mandat, ce type de remue en interne. Et je dirais simplement, c'est parce que effectivement, vous avez raison de dire que les textes ont été faits. Les textes que vous avez lus, ce sont des textes de 2016. Vous avez vu, ils sont signés du président de l'Assemblée générale. Il y a donc, ce n'est pas le ministre de la Jeunesse qui signe les textes du Conseil. Donc, il y a de nouveaux textes que je vais vous envoyer à la fin de cette émission, qui sont les textes 2021, où on a essayé de lever un certain nombre de verrous, notamment le côté des finances, notamment l'organisation des élections, parce que vous m'avez posé cette question aussi, notamment la tutelle qui devient la curatelle et que nous rattachons à la présidence de la République, parce que le Cameroun est le seul conseil, c'est le seul pays où le Conseil national est attaché au ministère de la Jeunesse, parce que ce soit au Rwanda ou en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, le Conseil est rattaché directement à la présidence de la République, parce que comme le Conseil économique et social, comme le Conseil supérieur de la magistrature, le Conseil national de la jeunesse est là comme l'instance fêtière. Elle est le Conseil, elle apporte les désidérata de la jeunesse, elle apporte la vision de la jeunesse au sein du gouvernement. On est 60 membres, on a 60 départements ministériels. L'idée était que chaque département ministériel ait un représentant de la jeunesse pour toutes les politiques sectorielles en matière de jeunesse, que ce soit à la sécurité, que ce soit à la santé, que ce soit à la défense, que ce soit à l'agriculture. Il doit avoir un des 60 membres au sein de ces départements ministériels pour accompagner le développement. Donc, notre plaidoyer est celui-là. Je suis d'accord que le chemin, il est titanesque, il y a un gros travail à faire. Et c'est parce que nous nous sommes rendus compte que nous, les 60, on ne pouvait pas le faire seul, que nous tendons les bras à d'autres jeunes comme vous. Moi, je vous découvre sur ce plateau, je suis très heureux. Je découvre plein d'autres personnes chaque jour et je me dis, c'est avec vous que nous allons construire le Conseil. Le Conseil ne peut plus être ce vase clos, ne peut plus être cette sorte de secte où les gens s'enferment, prennent des décisions, disent parler au nom de la jeunesse, dans laquelle la jeunesse ne se reconnaît finalement pas. Parce que c'est Mahatma Gandhi qui disait que ce que tu fais pour moi, sans moi, tu le fais contre moi. Parce que je ne suis pas là, je ne sais pas ce que tu dis. Donc aujourd'hui, il est question qu'on s'ouvre, il est question qu'on accepte qu'on a eu tort. On accepte qu'on n'a pas suffisamment représenté la jeunesse au niveau qu'elle mérite, parce que la jeunesse camerounaise, elle fait voler des drones. La jeunesse camerounaise, elle fait rouler des voitures. Absolument, très bien, elle construit ailleurs. Elle a des prix à Harvard et partout dans le monde entier. Elle tutoie les grandes intelligences de ce monde. Il est hors de question qu'on pense qu'elle doit encore rester sous une tutelle
Pour moi, c'est pas normal. Et c'est parce qu'on sera ensemble avec vous, avec tout le reste, qu'on pourra vraiment occuper la place qui est la nôtre. Les guerres que vous voyez aujourd'hui, les guerres de leadership, parce qu'on est en bas, on va arriver en haut, qu'est-ce qui va se passer? Je vous dis tout de suite que ce ne sont pas des guerres que nous faisons de gaieté de cœur. En fait, c'est des guerres contre l'injustice. Et contre l'injustice, on doit toujours se battre. Il ne faut jamais plier les chines face à l'injustice. Il faut aller jusqu'au bout. Parce que quand vous allez le faire, les autres, ils vont vous demander des comptes rendus. Vous voyez, il y en a qui ont été élus depuis 2018. Quand il va à la base lui dit, mais je t'ai élu. Tu auras beau nous dire qu'on ne t'a pas donné de financement, on t'a muselé, on a fait ci, il ne va pas te croire. Quand tu vas lui demander un prochain mandat, il dira, mais écoute, tu es allé mettre tes costumes, te pavaner pendant 3 ans, et puis tu reviens demander le mandat. C'est pas possible. Donc il faut qu'on se batte comme on le fait. C'est pour tout le monde qu'on le fait. Alors, Cédric Diongo, pour sans doute très rapidement pour chuter avec notre invité, j'imagine qu'il y a fortement, il y a énormément de choses à dire concernant ce sujet, concernant cet organe. Sans doute une question pour sortir vis-à-vis de notre invité. Peut-être pas une question, moi je dis juste que les jeunes se reconnaissent le constat. C'est que les jeunes se reconnaissent-ils dans ce CNJC-là, fondé en 2009, qui mène ses activités, souvent avec les pouvoirs publics. On a très souvent l'impression que c'est les individus qui sont en train des carriéristes. Une secte, pour reprendre les propos de André-Marie Dibamou. J'ai pas envie de dire. Mais moi, j'ai le sentiment que c'est des individus qui cherchent à faire carrière. Je ne parle pas de lui, je parle du CNJC en général depuis sa création. J'ai le sentiment que c'est des personnes qui se retrouvent tous à Yaoundé et qui se partagent un budget, qui font semblant de faire 2 ou 3 activités. Mais moi, en tant que jeune, par exemple, est-ce que j'ai le sentiment d'être pris en considération dans leurs différentes activités? Est-ce que celui qui se trouve, là il a parlé de Bafia, il a parlé du Mbam, je connais un village qui s'appelle Balamba. Est-ce que les jeunes de Balamba ont le sentiment que le CNJC travaille pour eux? Je crois que c'est ça le véritable enjeu aujourd'hui. Les jeunes ont des problèmes qui sont précis, qui sont spécifiques. Quand ils posent leurs problèmes, il faut qu'ils aient une voie de relais, une caisse de résonance auprès des décideurs. Et c'est ce CNJC-là qui est supposé, n'est-ce pas, jouer ce pont, cette transition. Aujourd'hui, moi, honnêtement, je n'ai pas le sentiment qu'il joue ce rôle-là. Peut-être qu'André-Marie va venir établir l'ordre des choses, mais ce serait tout bon souhait. En tout cas, on vous le souhaite, véritablement, André-Marie Dibamou. Alors, dans ce programme, on a généralement une tradition, celle qui consiste à donner la parole à Steve Anisendo pour un exercice qui devient déjà viral et intéressant. La chronique donc de Steve Anisendo est attendue. On prend la transition sans doute et on retrouve Steve Anisendo pour nous donner son sentiment bien évidemment et pour évoquer des questions essentielles. Transition s'il vous plaît. Depuis quelques jours, il se voit au Cameroun une effervescence qui témoigne de ce que la Coupe d'Afrique des Nations est déjà à notre porte. Toutes les arènes dans lesquelles vont s'affronter les gladiateurs du cuir sphérique font l'objet d'une visite minutieuse de la part des autorités de notre pays. Et en dehors du football, cet événement est aussi et surtout une aubaine véritable pour vendre la destination Cameroun. Et de ceux qui se doivent d'agir en ce sens, on n'y comprend pas grand-chose. Alors nous avons décidé de chercher, nous avons décidé de fouiller dans les actions de cette maison apparemment muette qu'est le ministère du Tourisme. Le 22 juillet 2021 dernier, à l'auditorium des ministères du service, ou alors à l'auditorium des services du ministère, du premier ministère, M. Joseph Diongouté présidait une session extraordinaire du Conseil national du tourisme sous le thème « Promotion du tourisme et des loisirs dans le cadre de la CAN ». De cette session, il ressort comme stratégie de promotion par le ministre d'État Bello Bouba Maïgari de rassurer les visiteurs sur l'existence d'un protocole sanitaire relatif à la Covid-2019 qui sera accessible à l'aide de smartphones. Oui, on parle bien de tourisme. De cette stratégie, il a aussi promis qu'un accent sera mis sur les supports et guides multilingues vulgarisant les informations et les produits touristiques.
Et aussi, il sera mis sur pied une communication de masse sur les atouts qu'offre la destination Cameroun sur le plan analogique et sur le plan digital. Ça tombe bien. On a un peu fouillé. Le 28 août dernier, le ministère du Tourisme et la CRTV ont signé une convention de partenariat à l'Hôtel des députés pour la promotion du tourisme. Il est question pour la chaîne à capitaux publics de produire des mini-documentaires télévisés avant, pendant et après la CAN pour vulgariser la destination Cameroun. Et comme avec l'Hôtel du Lac, si on t'explique et tu comprends, c'est qu'on t'a très mal expliqué. Sur le plan digital aussi, on a fait la comparaison avec la page Facebook du ministère du Tourisme rwandais et celle du Cameroun. Ce que nous sommes allés chercher là-bas, nous-mêmes on est allés porter. Sur les 10 premières publications de la page rwandaise, on peut voir le Rwanda sous toutes ses formes. Et sur la nôtre, les 10 premières publications, c'est les colloques, les réunions, les séminaires et autres communiqués qu'on voit là-bas. Et c'est nous qui recevons dans quelques mois les étrangers. Donc, nous, ça nous a fatigués. Du coup, on a décidé de se concentrer uniquement sur les étrangers. À vous, les étrangers qui venez au Cameroun, venez seulement vivre le foot au pays. Ce que vous vivez certainement, ce que vous vivez à distance est certainement moins bien que ce que vous vivrez quand vous serez chez nous. Bonsoir. C'était donc là la chronique de Steve Anisendo. Je me retourne très rapidement vers notre invité en très peu de mots parce que nous sommes pratiquement à la fin de ce programme. Au vu effectivement de ces évocations, est-ce que vous avez l'impression que la destination Cameroun est bien brandée à l'international à travers le ministère du Tourisme et qu'on peut véritablement capitaliser tenant compte véritablement des richesses que nous avons au Cameroun? Alors Dieu aime le Cameroun, c'est ce que je pourrais dire, parce que après tout, on va se dire qu'on a tout vu, on est passé par monts et vaux, on a connu des situations pires, mais on réussit toujours à s'en sortir. Dieu sait par quelle alchimie, mais on finit toujours par s'en sortir. Parce que moi je suis optimiste, parce que je suis un patriote, je ne voudrais pas être rabat-joie. Je veux dire qu'on a un grand messe qui nous attend, on a une fête du football qui nous attend. Je pense qu'en 2 mois, on peut corriger, on peut rectifier le tir. Donc je pense que la chronique de notre frère tout à l'heure va dans le sens de demander à ces autorités de multiplier les efforts et de dire en réalité on a un retard au plan international. Vous avez posé la question du branding, mais c'est le jour et la nuit entre le Rwanda et le Cameroun. On a l'impression que le Rwanda a mis bien des sous dans sa communication internationale alors que le Cameroun, voilà, sur le plan international n'est pas très bien capé. Donc de mon point de vue, il y a un travail à faire à ce niveau et les autorités qui pour l'instant ont à charge de véhiculer, je veux dire, de porter cette communication-là au firmament et d'entretenir le label Cameroun à l'international pour que notre destination reste une destination extraordinaire. Parce que les footballeurs qui arrivent, ils savent qu'ils viennent au pays de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o en lui seul, il est une marque internationale. C'est le pays de Roger Mila, c'est une marque internationale. Nous avons, en dehors de ces grandes stars du football, nous avons des sites touristiques, la chute de la Lobé qui est unique dans le monde, à se jeter directement dans la mer. Nous avons le nord, les parcs de Waza et tout le reste. Donc les touristes qui arriveront ici savent qu'ils viennent dans une Afrique en miniature. Maintenant, on ne va pas... ce qu'il faut faire, c'est créer des cadres, des conditions qui leur permettent de revenir, même après la CAN, qui leur permettent de dépenser de leur argent. Mais quand vous marchez dans la rue, est-ce que vous avez l'impression qu'on prépare la CAN? Moi, je n'ai pas cette impression. Je vois comment, voilà, tout est normal, on n'a pas l'impression qu'il y avait quelque chose. Moi, je m'attendais à avoir une grosse pendule à la poste centrale qui va marquer les jours. On dit, il manque 12 jours, il manque 20 jours, et puis le jour J, voilà, un décompte, comme ça se fait dans tous les pays, mais on a combien à 3 mois, c'est ça? 2 mois, il n'y a même pas de décompte. Donc on dit simplement que quand on va dire ça, on va dire qu'on est des rabat-joie, on n'aime pas la République, c'est pas vrai. On est au monde, on est dans un monde où tout va vite, vous comprenez, où on peut voir ce qui se passe ailleurs et dire vous faites mal. Et le dire, c'est pas vous détester, mes chers dirigeants, le dire, c'est aimer le Cameroun. Le dire, c'est aimer le Cameroun. Ce sont donc là les propos de André-Marie Dibamou. J'aurais aimé, si on avait un petit peu de temps, vous interroger concernant également cette personne qui s'est prononcée concernant effectivement du moins l'arrivée de la CAN au Cameroun. Je parle bien sûr de la Miss,
du moins de la Miss Marie-Ange Ndjock, qui était donc de passage sur ce plateau et qui n'était pas très satisfaite de la préparation de la CAN au Cameroun. André-Marie Dibabou, merci d'être passé sur ce plateau. Je rappelle encore à l'endroit de nos téléspectateurs que vous êtes diplomate, vous avez également des casquettes plurielles. Cédric Diongo nous a fait l'économie de ces casquettes. Merci d'être passé sur le plateau du Grand H. On espère vous recevoir très bientôt encore. Ce sera avec le même plaisir. Merci beaucoup. Merci également à vous, Cédric Diongo. Vous êtes rédacteur en chef du très sérieux quotidien Écho Matin. Merci d'être passé ce soir. On espère également vous retrouver de plus en plus sur ce plateau pour éventuellement des questions essentielles. Ce sera un grand plaisir et c'est un honneur pour moi d'être invité ici, que je ne saurais manquer, d'être là, surtout quand vous avez des invités de haute facture. Absolument, merci beaucoup également pour vos interventions. Merci à vous également, Steve Anisendo. On se donne rendez-vous demain. Toujours. Comme le veut la tradition. Il est 18h59 au Cameroun. Rendez-vous demain 17h pour le même exercice. À demain. Salut. you.